Mes chers collègues, à l'occasion de la loi de finances, notre commission examine les crédits de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, autrement dit la MILDECA, sur le rapport de notre collègue Brigitte Micouleau, ce qui nous donne l'occasion de faire le point sur les addictions et la stratégie déployée par les pouvoirs publics dans ce domaine. Notre commission a également des travaux en cours, dont les rapporteurs sont Jean Sol et Victoire Jasmin, sur la santé mentale dans le contexte de la crise sanitaire, où la question des addictions est évidemment présente. Nous entendons donc ce matin M. Julien Morel-Darleux, directoire de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, et le docteur Jean-Michel Delille, qui est en visio, à distance, que nous apercevons sur l'écran, psychiatre et président de la Fédération Addiction, sur la prise en charge des addictions. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Notre objectif de ce matin est double, faire le point sur l'état des consommations en volume et en tendance, mais aussi examiner la stratégie qui peut varier bien sûr en fonction des publics et des substances. Nous avons bien sûr tous en tête les événements récents du quartier de Stalingrad à Paris et les ravages du crack au sein de certaines populations. Comment y faire face et comment accompagner ces personnes? C'est aussi une question que nous posons ce matin. Donc, je vais donner la parole d'abord à M. Morel-Darleux, puis au docteur Delille pour un propos liminaire, avant que le débat ne s'engage avec les commissaires. Et en priorité, je donnerai la parole, bien évidemment, à Brigitte Micouleau. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir d'être devant vous avec Jean-Michel Delille, avec qui nous travaillons régulièrement, même si lui est à distance. En propos introductif, donc pour l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, je n'ai pas de nouveaux chiffres à vous donner, mais par contre, il me semblait important par rapport aux travaux de votre commission et ce que vous venez d'évoquer, Madame la Présidente, de faire deux points. Le premier qui est un point de mise en perspective, puisque vous le savez sans doute, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a été créé en 93 et fonctionne depuis 1996. Donc nous sommes dans notre 25e année de fonctionnement, ce qui donne en fait une certaine mise en perspective des données que l'on a sur la question des addictions en France, sachant que ces travaux sont aussi, je le dis de manière spécifique aujourd'hui, puisqu'à 11 heures, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, donc l'IMCDDA, l'Agence européenne des drogues, rend son rapport public sur l'état des drogues au niveau de l'Union européenne. Et donc, on participe à ce réseau depuis 25 ans, donc le réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies, le RETOX. Donc, c'est un élément doublement intéressant pour votre commission, puisque nous avons à la fois du recul d'un quart de siècle sur les consommations de notre pays, mais aussi pour les drogues illicites, nous pouvons les mettre en perspective avec ce qu'il se passe dans les autres pays européens. Le deuxième élément d'introduction, c'est que nous vivons, comme vous l'avez rappelé, et comme le port du masque ou la visioconférence le montre, que nous vivons dans un monde qui est particulièrement impacté depuis plus d'un an par une crise sanitaire. Cette crise sanitaire a des effets sur l'état de santé physique et mentale de nos concitoyens, nous-mêmes aussi d'ailleurs par la même occasion, et que ça a un impact sur les addictions. Sachant que pour nous, à l'OFDT, on mesure deux points. On a d'abord pris en considération ce qui s'est passé il y a pile un an au moment du premier confinement, qui était un confinement strict, hein, avec une vraie mise à l'arrêt de notre société. Et on a publié effectivement à la rentrée de 2020 un numéro de tendance de synthèse sur ce qui s'était passé durant ce confinement, qui était une expérience inédite dans notre pays. Et puis, depuis un an, nous avons appris à vivre avec cette situation qui est particulière, mais qui nous permet quand même de continuer à aller travailler, principalement pour beaucoup de nos concitoyens en télétravail, d'avoir une vie sociale, certes, contrôlée et plus limitée qu'avant, mais qui est en tout cas plus
plus réel que pendant le premier confinement. Et donc, on est dans un deuxième temps qui va avoir des effets sur le moyen et sur le long terme, sans doute sur nos modes de vie et sur nos consommations et nos usages. Et donc, on ne peut pas mesurer de la même manière ce qui a pu se passer il y a un an, où on avait effectivement un temps qui était donné fixe et très, très cadré dans le temps, et finalement un temps long aujourd'hui qui s'engage et dont il faudra mesurer les effets dans plusieurs années. Donc, comme je le disais en introduction, je n'ai pas de nouveaux chiffres à vous donner par rapport à ceux que vous connaissez. Je voudrais faire aussi un point de méthode sur cette question de la mesure des addictions. C'est qu'on est finalement dans une situation où aujourd'hui, par le biais de la technologie, on peut assez facilement obtenir des chiffres par des instituts de sondage, un certain nombre d'enquêtes qui sont menées, mais ces enquêtes finalement nous donnent des coups de sonde, des états des lieux, ne permettent pas de mesurer des comparaisons avec ce qui s'est passé dans les années précédentes, parce que les méthodes de collecte de ces informations, les méthodes de sondage, les méthodes d'enquête ne sont pas les mêmes, et donc ne permettent pas de comparer de manière stricte ce qu'on avait pu collecter les années précédentes et les données qu'on en a aujourd'hui. À ce titre, d'ailleurs, même Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, qui mène chaque année son baromètre santé et qui une des parties des éléments que je vais vous commenter sur les données de consommation chez les adultes. Le baromètre santé 2020 a été, comme le reste de notre société, impacté par la crise que nous connaissons. Et donc, les données qui ont été collectées, la méthode de collecte de cette enquête qui interroge plus de 20 000 personnes par téléphone chaque année a été impactée. Et donc, les données collectées en 2020 ne permettent pas une comparaison stricte et complète, exhaustive des données avec celles qu'on a les années précédentes. Voilà, ça c'était un point d'introduction. Donc, très rapidement, sur les évolutions depuis 25 ans, je voulais l'aborder puisque j'avais déjà eu l'occasion devant votre commission de présenter donc, cette brochure Drogue, chiffres, clés. Je vois que certains de vos membres ont précieusement, donc j'espère que je n'aurai pas le droit à un quiz juste après, donc qui rappelle les grandes tendances et aussi les niveaux d'usage dans notre pays. En termes d'évolution, je vais plutôt vous commenter un graphique qui a été repris dans cette revue Psychotrope, sur lequel dédié donc aux 25 ans de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui vient d'être publié, sur lequel nous avons fait un focus sur les évolutions donc des 25 dernières années. Donc, comme je l'indiquais, sur les évolutions des consommations, principalement donc des tabacs, d'alcool et de cannabis, avec, sans rentrer dans le détail des chiffres, je pourrais y revenir tout à l'heure dans la discussion, 3 tendances qui nous paraissent importantes de souligner, parce que aussi, dans cette période de crise, c'est aussi important, il me semble, de prendre un peu de recul. Le premier sur l'alcool, puisque je vais commencer par les produits qui sont les plus consommés. Sur l'alcool, on a un élément qui mérite d'être rappelé, parce que ça fait partie des changements de consommation de ce produit en France, c'est que entre le début des années 90 et aujourd'hui, on a divisé par 2,5 le niveau de consommation d'alcool quotidien dans notre pays. On est passé de 24% des adultes qui consommaient quotidiennement de l'alcool à 11% aujourd'hui. 11%, on est maintenant depuis une dizaine d'années sur autour de 10%, donc un adulte sur 10 qui consomme quotidiennement de l'alcool. C'est un changement de comportement générationnel, puisque les niveaux de consommation sont plus élevés chez les personnes les plus âgées au niveau quotidien. Ce changement de consommation, il s'est aussi lié à des niveaux de consommation réguliers qui restent importants, puisque pour l'alcool, on n'a pas du tout le même changement. Le niveau d'usage dans l'année, par exemple, d'alcool, il reste aux alentours de 87%, donc 8 adultes sur 10 qui consomment chaque année de l'alcool, et 40%, un adulte sur 4 qui consomme tous les mois de l'alcool, donc de manière très, très régulière. Donc ça, c'est premier changement sur l'alcool, un changement de mode de consommation, mais des niveaux de consommation qui restent importants. Et le récent rapport de l'expertise collective de l'INSERM qui a été remis la semaine dernière a rappelé que toute consommation d'alcool comporte des risques et que les conséquences en matière de santé de la consommation régulière d'alcool et de consommation d'alcool dans notre pays restent importantes. Le deuxième élément, on l'a beaucoup commenté la semaine dernière puisque c'était la journée mondiale de lutte contre le tabac, c'est les effets des politiques menées depuis 30 ans pour lutter contre le tabagisme. On a à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies
sorti la semaine dernière effectivement un numéro de bilan de ces 30 ans d'application progressive et coordonnée de la loi E20 sur son volet sur le tabagisme, avec des effets qui ont été particulièrement marqués ces 10 dernières années, on va dire 5 dernières années principalement, avec la baisse qu'on a vue, avec une politique qui là marque ces effets parce qu'elle est pensée de manière globale, c'est-à-dire à la fois sur le prix, sur la lutte contre le marketing avec le paquet neutre, sur l'accès au traitement avec l'accès au traitement de substitution nicotinique de manière généralisée, non plus forfaitisée, et avec une politique d'interdiction de consommation aussi forte, qui est marquée à la fin des années 2000 par l'interdiction de fumer dans les cafés et les restaurants, l'interdiction de vente aux mineurs de 18 ans. Et on voit, à double titre, et chez les adultes et surtout chez les mineurs, avec notre enquête Escapade à 17 ans, qu'il y a une baisse forte de l'accès au tabagisme, même si le niveau de consommation, puisque on est aux alentours de un Français sur 4 qui continue, adulte, qui continue à fumer quotidiennement du tabac. On reste sur des niveaux qui sont élevés en Europe, donc la bataille n'est pas complètement gagnée. Et puis les derniers chiffres du baromètre de santé avec les précautions de comparaison que j'évoquais en début d'introduction sur le tabagisme montrent que l'année 2020, qui était la fin des politiques de hausse des prix du tabac, a montré effectivement sur le premier semestre 2020 une certaine on peut dire décélération de la baisse, une augmentation légère du niveau de consommation quotidienne de tabac qui incite à la vigilance, mais je pense que Jean-Michel Delisle le signera également. Donc voilà sur le tabac et l'alcool qui sont les principaux produits consommés. Sur le cannabis qui peut toujours paraître un peu étonnant d'associer au tabac et à l'alcool une drogue illicite. Néanmoins, le niveau de diffusion de ce produit en France depuis 20 ans est aussi lui marqué par une diffusion très, très large, puisqu'aujourd'hui, on a environ 45% des adultes, un adulte sur 2 qui a déjà expérimenté le cannabis, alors que nous avions que 12% des adultes il y a 25 ans. Donc on a un produit qui s'est diffusé, et comme toute expérimentation, à partir du moment où on est expérimentateur un jour, on le reste, et donc ça reste avec nous tout au long de la vie. Et donc ça vient nourrir un stock d'expérimentateurs, mais ce qui change aussi le discours et la perception que peut avoir nos concitoyens sur ce produit. Et dans le même temps, cette augmentation effectivement des expérimentateurs se traduit par un changement qui est parfois peut-être contre-intuitif, c'est-à-dire que autant chez les jeunes, on reste à un niveau élevé d'expérimentation et de consommation de cannabis chez les adolescents, mais qui est en baisse sur les 20 dernières années, alors qu'en fait, ce qui est en hausse, c'est les adultes, et donc les personnes devenues majeures, entrées dans la vie active, continuent en fait à avoir des niveaux de consommation qui sont plus élevés que leurs aînés, et donc qui aujourd'hui fait que on a des usagers dans l'année de cannabis qui sont à 11% chez les adultes, alors qu'on était à 4% il y a 25 ans, donc un quasi triplement aussi en 25 ans, et c'est donc une hausse qui est portée aujourd'hui, on va dire, par les 18-45 ans et non pas par les mineurs. Donc un changement aussi majeur de comportement qui peut aussi s'expliquer sur les discours que l'on peut avoir sur le cannabis, avec un élément là de prévention également. Les produits que l'on consomme aujourd'hui, auxquels on peut accéder aujourd'hui, sont extrêmement différents de ceux du début des années 90, c'est-à-dire que ces produits avec beaucoup plus de THC, un principe actif beaucoup plus important et qui nécessite là aussi des éléments de vigilance. Voilà sur cet état des lieux. Je ne voulais pas être trop long. C'est vraiment un propos très introductif pour pouvoir répondre à vos questions. Ensuite, on pourra revenir sur les dernières données effectivement liées à la crise sanitaire. Mais je pense que Jean-Michel Delisle, qui est lui à la tête de la Fédération d'élection, aura des éléments de praticiens qui, je pense, éclaireront aussi votre commission. Et puis, on pourra répondre à vos questions ensuite. Merci beaucoup de ces propos introductifs. Docteur Delisle, je vous passe la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Alors, je suis au regret de ne pas être parmi vous. J'aurais beaucoup apprécié de vous rejoindre au Palais du Luxembourg, mais le moment où l'invitation est arrivée, j'avais déjà une journée, comme vous pouvez l'imaginer, bien remplie, d'autant plus que nous venons de recevoir dans nos centres nos premiers vaccins ARNM la semaine dernière.
Et comme vous pouvez l'imaginer, là, il y a une demande assez forte de la part de nos usagers qui étaient un peu réticents par rapport à l'AstraZeneca dont on disposait auparavant. Je salue également Julien Morel-Darleux. Les travaux de l'OFDT nous sont absolument essentiels dans notre champ pratique puisqu'ils nous donnent une toile de fond qui nous permet de mieux adapter nos propres orientations en matière de prévention et de soins. Alors effectivement, ce que je vais vous présenter en propos liminaire, c'est un écho un petit peu qualitatif par rapport aux données quantitatives que vient de nous rappeler Julien. La question qui m'était posée, c'était les effets de la crise sanitaire dans nos prises en charge, dans nos accompagnements, dans nos suivis. Je parle au nom de la Fédération Addiction, mais aussi en tant qu'acteur de terrain, puisque je suis directeur d'un XAPA. Là, ce matin, je suis dans un centre de soins d'addictologie à Bordeaux, mais toujours praticien, en l'occurrence psychiatre, donc il y aura un témoignage de terrain. Et par ailleurs, en tant que président de la Fédération Addiction, je bénéficie aussi des retours de mes collègues au niveau national, puisque la Fédération regroupe à peu près 80% des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'EXAPA, mais aussi 80%, même un peu plus, 90%, je pense, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Et par ailleurs, on a également un pôle médecine générale et addiction et pas mal d'entrées dans le milieu hospitalier. Alors, la crise sanitaire, vous avez très, très bien dit, c'est-à-dire elle a eu un impact majeur au niveau de la santé mentale. Ça a été évidemment une période totalement anxiogène pour tout le monde. On était inquiet pour soi, pour ses proches, pour sa famille. On était inquiet d'une certaine manière pour la société, mais on était aussi inquiet pour son avenir économique, pour son avenir social. Et de fait, il ne faut pas perdre de vue que cette anxiété sociale, cette adversité sociale immédiate se complète maintenant d'une vague qui est liée peut-être à la crise économique et sociale qui s'ensuit. Donc un impact anxiogène, dépressogène, qui a pu être évalué au niveau national. Vous savez, avec les enquêtes régulières de Santé publique France, la 22e vague était en mars dernier. Elle nous disait que 20% à peu près des Français signalaient des éléments évoquant un syndrome dépressif. C'est plus 10 points par rapport à avant la crise. Donc, c'est une augmentation tout à fait considérable. Et les troubles anxieux, pareil, on arrivait à 20%, donc plus 7 points et demi. Et de la même manière, les idées suicidaires étaient à 9% à peu près des Français, c'est-à-dire plus de 4 points par rapport à la phase antérieure. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que la vague récente actuellement a tendance à s'atténuer. Pour la première fois depuis le début du confinement, on commence à assister à un léger décrue où on parle effectivement d'embellie avec les vaccins, les beaux jours qui reviennent, les ouvertures des cafés, etc. Alors, toujours est-il que ce qui était pour tout le monde terriblement anxiogène et déstabilisant, on imagine bien que pour les personnes qui présentent des problèmes d'addiction, qui généralement ont aussi des vulnérabilités psychologiques et sociales, notamment les addictions sévères qu'on rencontre dans nos centres, hein, des problèmes d'alcool, des problèmes de tabac, bien sûr, mais aussi des problèmes de drogue. Ces personnes-là, on le sait, ont pris l'habitude au fil du temps d'être tellement débordées finalement d'affects négatifs qu'un des éléments qui les aide malgré tout à tenir le coup, à anesthésier leur souffrance, à s'apaiser, ce sont l'usage de produits psychotropes. Et on sait que c'est un des facteurs de risque majeurs, en fait, de la transition vers l'abus et la dépendance quand on est usager. C'est quand l'usage de substances ou de pratiques addictives, comme les écrans, va avoir un effet de recherche d'apaisement par rapport à une tension intérieure. Donc, autant dire qu'au moment où le confinement, le premier confinement est arrivé, on s'attendait, à juste titre, à ce que chez les personnes dépendantes, il y ait le risque d'une augmentation des consommations et où cela pourrait les mettre en danger. Si bien que nos premières préoccupations, ça a été de rester ouverts. Et je dois dire que c'est une fierté pour le secteur médico-social en addictologie. Les CARUT sont restés ouverts, les XAPA résidentiels sont restés ouverts et les XAPA ambulatoires, eux, ont pu continuer à exercer leur activité, souvent en développant des pratiques de visioconférence. Néanmoins, ça a été très important parce qu'à Bordeaux, par exemple, dans le CARUT, le premier jour du confinement, on a vu arriver des gens de la rue qui n'avaient plus un centime parce qu'il n'y avait plus de personnes dans les rues, donc ils ne pouvaient plus vivre de la manche. Les centres qui dispensaient de la nourriture étaient fermés parce que souvent, ils sont animés par des bénévoles, souvent de certain âge, qui donc très légitimement avaient dû interrompre leurs activités, si bien qu'on a été envahi en fait de demandes d'ordre de besoins primaires, hein, alimentaires et autres, qu'on a complété évidemment par des kits d'hygiène, mais qu'on a complété aussi par un souci essentiel, c'était assurer la poursuite des traitements de substitution sans interruption
de risque sinon que des inégalités d'approvisionnement entraînent des variations de tolérance, donc un excès de décès par surdosage aux opioïdes. Et de la même manière, on a essayé de faire en sorte de maintenir l'accès au matériel de réduction des risques. Or, sur les traitements de substitution, ça a bien marché. Les relations ont été immédiates avec la Direction générale de la santé. Je les avais sollicités. Ils ont répondu immédiatement. Et pendant toute la période du premier confinement, nous avions des rendez-vous hebdomadaires avec la Direction générale de la santé, ce qui a permis d'avoir tous les assouplissements réglementaires qu'on connaît en termes de prescription et de délivrance de traitements de substitution, les renouvellements automatiques en pharmacie, la possibilité de prescrire à distance, etc., etc. Tout ça nous a permis de faire en sorte qu'il n'y a pas eu de diminution de l'accessibilité aux traitements de substitution, y compris pendant le confinement. Il y a même eu une légère augmentation de l'accès grâce à l'activité des XAPA, ce qui fait qu'on a modéré tendanciellement l'excès de décès par surdose qui était attendu. En France, les données sont pas encore stabilisées de l'enquête DRAM. Enfin, on est aux alentours de plus 10%, plus 15% à peu près de décès par overdose dans cette période par rapport à l'époque de l'année antérieure. Dans certains États des États-Unis, pour vous donner un exemple, ou du Canada, d'ailleurs, on avait une réunion internationale, les taux d'augmentation, c'était plus 100%, plus 150%, plus 200% dans certains États. Donc, on voit que ça a fonctionné. De la même façon, on a dû inventer des systèmes d'aller vers, comme pour des raisons de manque d'espace, une partie de nos personnels, en Carune notamment, ne pouvaient pas exercer leurs activités dans le centre parce qu'on n'avait pas les volumes de distanciation sociale suffisantes. On a pu développer des actions d'aller vers, notamment dans les centres de desserrement, ce qui nous a permis de travailler avec des équipes sociales. Et ça, c'est une des leçons à retenir également pour la suite. C'est une meilleure intégration des équipes sociales et des équipes sanitaires comme les nôtres pour aller au-devant des personnes en situation de grande précarité. Dans le même ordre d'idées, d'ailleurs, nous avions collaboré au titre de la Fédération Addiction avec la DIAL, la Direction à l'Habitat et Logement, pour essayer de donner une note d'orientation au centre d'hébergement d'urgence, au centre de desserrement, au CHRS, pour faire en sorte qu'ils aient une application plus ouverte de leur règlement intérieur, de telle manière à entrer dans des politiques de réduction des risques par rapport aux consommations d'alcool et de ne plus mettre en préalable l'arrêt de toute consommation parce qu'on savait que ça mettait de côté des gens qui se sentaient incapables de s'abstenir, surtout dans cette période-là qui, on le rappelle, était particulièrement anxiogène. Donc, au total, entre les développements de la télétransmission, des téléconsultations, des politiques d'aller vers, etc., on a pu réussir à tenir le coup, mais on partait de loin, puisqu'un des constats qu'on avait pu faire avec la Direction générale de la santé, c'est que notre secteur est très particulier, puisqu'on est un peu en dehors des radars, comme on nous disait. On est dans un Ondam spécifique, population en difficulté spécifique, ce qui fait qu'on était complètement oublié initialement, évidemment pour les équipements de protection, évidemment pour les gels hydroalcooliques en distribution hospitalière, mais aussi pour les gardes d'enfants, etc. Donc tout ceci a pu être remis en place et je dois dire que notre visibilité pendant celle de nos équipes mobiles dans les drives PCR, etc., pendant toute cette période, nous a permis clairement de rentrer en fait dans les clous du politique de santé, si bien que actuellement, par exemple, aussi bien pour les tests de dépistage il y a quelques mois que maintenant pour les vaccins, nous sommes réellement intégrés dans les circuits de distribution officielle et formelle et nous pouvons jouer notre rôle auprès des populations les plus précaires. Donc, un des constats qui a émergé en fait de cette période-là, et on a beaucoup travaillé avec la DIAL sur ce thème-là, c'est que pour faire face à ces problèmes de précarité, il ne fallait pas se fermer seulement sur une offre de soins, une offre technique, il fallait vraiment une approche globale avec une offre d'hébergement adaptée, mais aussi avec une offre pour ceux qui le souhaitent, notamment les jeunes de retour au travail avec des modalités particulières comme le dispositif tapage. Alors juste une dernière parenthèse et je m'en tiendrai là. La problématique des jeunes, Julien l'a très bien évoqué tout à l'heure. Dans ce contexte stressant en général, les jeunes ont payé un tribut encore plus lourd puisque les jeunes, notamment les adolescents, c'est au plan psychologique, c'est la tranche d'âge dans toute notre vie où on a le plus besoin des autres, en fait, des autres jeunes, du groupe de pairs. Ce qui fait que la période de confinement, d'isolement par rapport aux autres jeunes, d'isolement aussi par rapport à la communauté éducative, d'isolement et de crainte par rapport à son avenir, l'incertitude sur les examens, sur les apprentissages, etc., le fait parfois
de se retrouver pour les plus vulnérables dans des espaces très, très resserrés au plan familial, parfois avec des tensions, fait que là, l'augmentation des problèmes, évidemment, a été majeure. À Bordeaux, par exemple, des services de pédopsie, pendant la période qui a suivi le confinement, c'était plus 70% de demandes d'hospitalisation par rapport à la période antérieure. C'était du jamais vu, avec du coup des recours pour certains d'entre eux à des usages de cannabis, comme on a été dit, ça a été dit tout à l'heure par Julien, un arrêt de la diminution du tabagisme dans cette population-là, une augmentation majeure des pratiques d'écran, une augmentation des pratiques de jeux d'argent et de jeux en ligne, une augmentation des pratiques de boulimie, un arrêt des pratiques sportives, une prise de poids, etc. Donc un ensemble de mécanismes qui contribuent à aggraver les choses. Mais là aussi, je voulais juste rester sur quelques propos un peu généraux pour donner place à la discussion. Et je suis tout à fait partisan maintenant d'échanges directs, sachant qu'une des données qui nous a vraiment frappé, c'est des données américaines, mais je pense qu'elles sont intéressantes à utiliser en France, c'est que pendant la période de confinement, comme les gens ne pouvaient pas se déplacer, un peu partout dans le monde et notamment chez nous, il y a eu une diminution des admissions en hospitalisation en urgence. Tout simplement parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer, parce qu'ils étaient bloqués, parce que plus personne ne bougeait, etc. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'au sein des personnes qui, malgré tout, finissaient par arriver dans les services d'urgence, la part relative des facteurs causaux, c'est-à-dire quelles sont les causes de ces hospitalisations, c'était les addictions, les surdosages, les tentatives de suicide, les troubles du comportement, les violences intrafamiliales. Donc clairement, on était dans cette spirale santé mentale et addiction comme motif. Et c'est ce qu'on a essayé de présenter au ministre, M. Véran, qui ouvrait notre journée addiction et troubles psychiatriques en mars dernier, en théorie au ministère de la Santé, mais c'était comme aujourd'hui en visio, en parlant de syndémie, c'est-à-dire quand il y a un regroupement synergique entre des épidémies alors virales, des problèmes secondaires psychiatriques, des problèmes sociaux et qui sont surdéterminés par des vulnérabilités, si bien qu'actuellement, on va évidemment mettre l'accent sur les personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité sociale. Voilà quelques mots généraux de retour un peu plus qualitatif. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer la parole tout de suite à Brigitte Micoulot qui rapporte au PLF la mission MILDECA. Merci Madame la Présidente, merci messieurs pour vos exposés successifs. J'ai 3 questions. L'évaluation scientifique de l'INSERM a très récemment confirmé l'intérêt des salles de consommation à moindre risque. Pourriez-vous nous exposer les conclusions de cette enquête et nous détailler les freins d'ouverture aux nouvelles salles de consommation à moindre risque? Une deuxième question, en France, 80% des décès par surdose sont dus aux opioïdes. Pour rappel, un médicament antidote, la naloxone, existe sous forme prête à l'emploi, utilisable par tous. Depuis plus de 2 ans désormais, ce kit de naloxone est disponible en pharmacie, sans prescription médicale, gratuitement à l'hôpital et dans les structures d'addictologie, et permettent à chaque témoin d'une surdose d'agir dans l'attente des secours. Est-ce que cela fonctionne ? Les usagers se sont-ils emparés de ces médicaments? Peut-on estimer le nombre de surdoses aux opiacés évitées grâce à ce médicament? Et enfin, une troisième question qui concerne le cannabis. La mission de l'Assemblée nationale sur le cannabis a rendu ce printemps un rapport d'étape qui fait le constat de l'échec de la politique répressive depuis plus de 50 ans, tant en termes de sécurité que de santé publique. Quel est votre sentiment quant à ces conclusions, notamment en ce qui concerne l'usage récréatif du cannabis? Je vous remercie. Très bien. Je vais peut-être prendre 2 autres intervenants et vous pourrez répondre globalement parce que les questions sont courtes et précises. Michel Meunier, ensuite Corinne Imbert. Merci à vous.
Monsieur le directeur, j'ai une question concernant ce qu'on appelle l'addiction sans produit. Je suis de Nantes et à Nantes, l'IFAC de Nantes mène des recherches, notamment dans ce domaine, et montre bien que l'approche des comportements est une approche intéressante. Et je voulais vous entendre là-dessus sur le docteur de Lille a abordé à la fin de son intervention tout ce qui était écran et cyber et autres comportent les jeux, etc. Donc, c'était sur l'approche plutôt que sur de comportement, plutôt que sur les produits. Et puis, je voulais vous demander aussi, en profiter peut-être au docteur de Lille plus particulièrement. J'ai été contactée il y a un moment maintenant par les proches aidants des malades alcooliques qui vivent au quotidien, parfois l'enfer, et elles ont, ou ils ont, c'est les deux, l'alcoolisme touche aussi les femmes, ils ont et elles ont l'impression de ne pas être entendues et reconnues et soutenues dans leur quotidien. Et je voulais savoir si vous aviez eu, monsieur docteur de Lille, avec le ministre Véran, l'occasion d'aborder cette question d'alcoolisme. Merci. Corinne Imbert. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous deux pour vos propos. En complément de la question de ma collègue Brigitte Micouleau sur les salles de consommation à moindre risque, mais c'est peut-être aussi compris dans sa question, c'est quel regard portez-vous sur cette expérimentation qui va se terminer. Plus largement, sur la politique de lutte contre les addictions en tant que rapporteur pour l'assurance maladie, sur la réponse médicale qui est apportée, avez-vous suivi le nombre de consultations vu une prise en charge d'addiction et sur la prescription de traitements de substitution pour le sevrage de substances psychoactives? Est-ce que les moyens dédiés à la prévention et à la réduction des risques ont, selon vous, montré leur efficacité et comment pourraient-ils être améliorés? Et en complément, est-ce qu'en termes d'aménagement du territoire, les centres de prise en charge des addictions vous semblent-ils suffisants et facilement accessibles? Et puis, dans votre petit document qui est bien fait, et c'est peut-être volontaire, il n'y a pas d'éléments chiffrés entre les addictions chez les hommes et chez les femmes. Pour autant, quel constat faites-vous justement chez les addictions chez la femme, y compris quand elle est enceinte? Moi, je suis frappée par des jeunes femmes qui continuent à fumer largement pendant la grossesse. Et j'avoue que ça m'effraie évidemment, donc que ce soit tabac, alcool, et y compris la pharmacodépendance. Quelles propositions feriez-vous sur ce sujet? Je vous remercie. Très bien. Donc, je vous laisse répondre peut-être M. Morel Darleux en début à ces questions et ensuite le professeur de Lille répondra aux questions qui lui sont plus spécifiquement destinées. Merci pour l'ensemble de ces questions. Difficile d'y répondre de manière succincte et surtout exhaustive puisque certains travaux ne relèvent pas de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Concernant l'évaluation qui a été menée sur la salle de consommation à moindre risque par une équipe de l'INSERM, c'est un rapport qui fait 650 pages, que j'avoue moi-même n'avoir pas lu dans son intégralité. Je pense je voudrais souligner deux points moi, sur ce rapport. D'abord, c'est souligner que la qualité du travail qui a été mené par les politiques publiques et par les équipes de recherche pour réaliser, alors que c'était une expérimentation, dans les délais de cette expérimentation, une première évaluation avec des moyens importants et une rigueur scientifique qui permettent d'avoir des résultats qui viennent aujourd'hui conforter ceux que l'on a dans les autres pays européens, puisqu'il y a ce type de salle de consommation à moindre risque. Existe, il y en a plus il y a plus de 80 salles qui existent dans plus de 9 pays. Donc, on a quelque chose qui a déjà été expérimenté, qui fonctionne dans d'autres pays. Et je sais que Jean-Michel Delille ne va pas me contredire souvent, si on compare des pays entre pays européens, on n'a pas une telle différence culturelle entre nos pays qui fait que ce qui fonctionne dans un pays ne fonctionnerait pas dans le nôtre. Donc, on voit bien que cette expérimentation, avec les moyens qui sont dédiés, montre que l'un des objectifs principaux qui est de réduire les risques pour les usagers de drogue problématiques, cela fonctionne. C'est-à-dire qu'on a moins d'exposition au surdosage, moins d'exposition aux accidents qui peuvent être liés à l'injection, moins d'exposition, moins d'infection au VIH ou au VHC.
donc dans le cadre donc de ce travail-là, qui est un travail quotidien extrêmement important des professionnels d'accompagnement donc d'usagers de drogue problématiques. Et donc, on est vraiment sur des résultats qui sont vraiment encourageants en la matière, avec un élément, mais je pense que votre commission l'a bien en tête, qui est un élément d'acceptabilité sociale de ce type de salle dans notre pays, qui reste un sujet de tension. Tout un volet de l'étude traite de ce sujet-là avec la parole donnée à ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, principalement dans le quartier, puisqu'on est face à un phénomène qui cristallise dans un espace. Ce qui est intéressant, et on a travaillé, nous, avec l'INSERM sur ce volet-là, sur l'acceptabilité globale des mesures de réduction des risques, et ça répondra aussi avec une partie de votre question à l'inverse tout à l'heure, c'est finalement, les Français, et on le mesure nous dans notre enquête qui s'appelle Europe, qui est menée depuis 20 ans, puisque le premier, enfin plus de 20 ans, puisque le premier exercice est lieu en 99, sur les représentations des Français sur la question des drogues. Cette enquête Europe, entre 99 et 2018-2019, la dernière année où on l'a réalisée, on voit bien qu'il y a une plus grande acceptabilité des mesures de réduction des risques. Parce que, on avait fait un focus spécifique, puisqu'on était juste après le lancement de l'expérimentation, donc en 2016, sur les salles de consommation à moindre risque. Et lorsqu'on présente effectivement l'objectif de ces salles, c'est-à-dire protéger et réduire les risques des usagers de drogue et assurer une meilleure tranquillité publique, puisque c'est un des aspects sur lesquels la salle de consommation à moindre risque ont été évalués dans notre pays. On voit bien que on a 80% des Français interrogés qui sont favorables à ce type de salle, et surtout 75%, 76% qui étaient favorables à l'ouverture de nouvelles salles, et surtout, quand même, c'est important, parce qu'on avait posé la question, un troisième niveau de question, c'est êtes-vous favorable si ce type de salle est ouvert dans votre quartier? Et une majorité, alors 52%, donc moi, on voit bien qu'à fur et à mesure qu'on se rapproche de chez soi, l'acceptabilité est un peu moins forte, mais on reste quand même sur une majorité de Français qui étaient favorables. Donc, on voit bien, voilà. Donc, ce sont des salles qui fonctionnent à l'étranger, qui ont prouvé depuis maintenant des dizaines d'années leur efficacité pour réduire les risques et les dommages, et c'est l'objectif principal de ces salles. Et voilà, donc le rapport de l'INSERM, moi je vous renvoie plutôt vers le rapport, ses conclusions est extrêmement détaillé et montre en tout cas que c'est, comme l'ami Ledecal a souligné, une évaluation qui est favorable. Un deuxième, alors je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Il y avait effectivement une question sur tout ce qui est, là encore, en matière de réduction des risques et de prévention des décès par surdose avec l'analoxone. Donc, je pense que Jean-Michel Delille pourra plus facilement répondre sur la mise en œuvre, la distribution de ces kits de naloxone et les difficultés et les avancées qui ont pu être constatées sur le terrain. On est quand même là aussi sur des mesures qui sont que l'on retrouve dans d'autres pays européens. Il faut savoir que dans le cadre du rapport européen sur les drogues, on voit bien qu'en matière de prévention et d'accessibilité au traitement de substitution en France, on est un des pays en Europe avec le plus fort taux de couverture pour les usagers de drogue problématiques d'accès à ces traitements. Je vous renvoie au tableau de bord sur les traitements de substitution que l'on publie chaque année à l'OFDT sur ce sujet-là. Voilà. Et peut-être un dernier point avant de peut-être revenir si certains points. Enfin, je reviendrai ensuite sur la question de la mission sur parlementaire de l'Assemblée nationale sur la légalisation, enfin la législation sur le cannabis, pardon. Sur les addictions comportementales, c'est un sujet qui est nouveau, pas dans le champ, mais qui est nouveau pour l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie. Sur lequel on s'est engagé donc depuis un an maintenant avec la reprise des missions de l'Observatoire des jeux sur les jeux d'argent et de hasard à travailler. Ça reste les jeux d'argent et de hasard la première addiction sans produit en France. On a une réflexion qui est en cours aujourd'hui autour des autres addictions sans produit qu'on pourrait suivre, sachant qu'effectivement l'Institut français d'addiction comportementale, donc l'IFAC à Nantes, lui, a un champ qui est très large. Pour notre observatoire, on compte dans un premier temps travailler d'abord sur effectivement les jeux d'argent et de hasard, donc la mission qui nous a été confiée par décret
l'année dernière. Et ensuite, autour des troubles de l'usage du jeu vidéo, parce que on parle beaucoup on peut parler d'addiction aux écrans. Je regarde cette commission et on a chacun un écran à portée de main. Moi, j'en ai en face de moi, mais j'en ai deux dans mon sac, je vous rassure. On est tous. Donc, il n'y a pas un trouble de l'usage de l'écran direct, c'est-à-dire, comme le disait Jean-Michel de Lille, on a un outil, on le mobilise. À quel moment, effectivement, on va être dans un usage qui va venir compenser finalement, et c'est toute la question effectivement des addictions comportementales finalement. Qu'est-ce que le comportement vient traduire des troubles que l'on peut avoir et de ce que l'on va rechercher, ce que l'usager va rechercher en utilisant de manière excessive ces outils. Donc on a autour des jeux vidéo, on voit bien, et en particulier chez les adolescents, on est en train de mener à la demande de la MILDECA actuellement une enquête exploratoire sur les usages de jeux vidéo chez les collégiens pour avoir des éléments de connaissance également, comme le soulignait Jean-Michel Lellier tout à l'heure, par rapport aussi à des évolutions de comportement qui auraient pu avoir lieu ces derniers mois avec le fait d'être enfermé chez soi. Donc on interroge donc des collégiens autour des jeux vidéo. On a volontairement resserré la focale sur cette étude exploratoire sur les plus jeunes usagers de jeux vidéo. Donc on aura des résultats en fin d'année, début d'année de 2022. Donc ça, c'est un élément qui est important, qui est devant nous. Notre collège scientifique a été renouvelé en début d'année 2021 avec la volonté d'augmenter nos travaux sur les addictions comportementales dans les prochaines années. Enfin, sur la mission d'information parlementaire, moi je dirais, il y a des travaux là aussi qui sont de plus d'1 an. Le EDT a été, au même titre que la Fédération d'addiction, qu'un nombre d'acteurs auditionnés. Là aussi, on voit, si j'évoquais tout à l'heure les évolutions des usages et d'expérimentation de cannabis depuis 25 ans dans le pays, on voit bien qu'il y a un changement de regard par rapport à la consommation de cannabis. Avec la mission d'information parlementaire a lancé une grande consultation donc qui ont répondu à un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par la consultation. Donc, on peut comparer les chiffres de cette consultation avec d'autres sondages qui peuvent être réalisés. Nous, je vous le disais en début d'intervention, on est attentif aux méthodes d'enquête et la comparabilité entre les enquêtes. Donc, je vais reprendre notre enquête Europe qui, là aussi, on a 20 ans de recul et on voit bien qu'en 20 ans, la perception sur la légalisation ou le changement de réglementation en matière de cannabis a changé depuis le premier résultat en 1980, la première enquête en 99. Je noterai moi un point qui est extrêmement important et qui peut éclairer aussi le débat public, c'est qu'on voit bien en 2018 avec Europe que le changement de regard sur la légalisation du cannabis, en fait, donc il y a 3 ans, c'était 45% des répondants, des adultes qui se déclaraient favorables à une légalisation du cannabis. Là, vous avez eu des chiffres la semaine dernière d'un autre sondage disant 51%. On voit bien qu'on est sur un niveau qui reste comparable. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que suivant le statut, c'est-à-dire suivant si vous avez expérimenté le cannabis ou pas, en fait, ça va du simple au triple. C'est-à-dire qu'on a 29% des non-expérimentateurs de cannabis qui sont favorables à la législation sur le cannabis et 65% des expérimentateurs qui le sont. Donc, on a bien, ces 45% sont très tranchés et ça montre bien que cet effet de diffusion, c'est ce qu'on a connu aussi dans les pays d'Amérique du Nord. C'est-à-dire, c'est parce que c'est venu par les citoyens de ces États, au Canada ou aux États-Unis, les États qui ont légalisé le cannabis aux États-Unis. La plupart des mouvements sont des mouvements qui viennent par des référendums d'initiative locale, c'est-à-dire c'est les citoyens qui demandent ce changement de législation. Voilà, quelques éléments de réponse à votre question. Docteur de Lille, pour compléter. Oui, alors je vous remercie pour toutes ces questions qui vont nous permettre de préciser un certain nombre de choses. Alors, sur la salle de consommation, dont 2 d'entre vous ont évoqué le rapport de recherche de l'INSERM, qui est vraiment remarquable, d'autant plus qu'il y avait une étude quasiment pas randomisée, avec un groupe contrôle. En tout cas, c'est une étude contrôlée, ce qui est bien. Comme l'a très bien dit Julien, ça confirme les bénéfices en termes de santé par rapport à une réduction du nombre d'overdoses, par rapport à une meilleure prise en compte des problèmes infectieux, par rapport à une réduction relative de l'incidence de VIH, hépatite C, etc. Donc, ceci, c'est une confirmation, mais c'est important.
Les aspects médico-économiques, je ne me prononcerai pas, mais en gros, on se rend compte que sans être économiseur de coûts, pour autant, les coûts générés sont tout à fait acceptables et tolérables. L'aspect relation avec l'environnement est très lié, comme l'a dit Julien, à la proximité ou pas avec la salle, etc. Donc, moi, ma réflexion d'ensemble par rapport à ce rapport, c'est qu'il soulève quand même une question où on voit que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, c'est dans le domaine de l'accès aux soins. C'est-à-dire, habituellement, les salles de conso sont également un premier lieu de contact avec des usagers qui sont très éloignés du soin, y compris de la réduction des risques, et qui sont uniquement dans des logiques de consommation, et où il est tout à fait important de pouvoir saisir cette opportunité pour peut-être aussi leur offrir des possibilités de passage vers d'autres formes d'accompagnement, et pourquoi pas de soins par rapport à l'addiction, mais aussi par rapport à l'hébergement, enfin quelque chose de l'ordre d'une action un peu plus globale. Et là, on se rend compte en tout cas que dans ces expériences-là, par rapport à d'autres expériences qu'on peut avoir à l'étranger, il y a eu des résultats qui étaient moins enthousiasmants, ce qui nous laisse supposer qu'il y a une marge de progression. Ce sera tout à fait important, à mon avis, à l'avenir, de faire en sorte que le développement des salles de consommation puisse se faire de manière beaucoup plus intégrée par rapport au dispositif général de soins dans le domaine des addictions. D'autre part, ça permettrait aussi d'envisager quelque chose qui nous permettrait de réduire les difficultés liées à la tranquillité publique et aux éventuelles nuisances de voisinage, puisque une des idées qui nous est chère, puis là aussi sur la base d'expérience européenne, c'est plutôt, sauf à Paris peut-être, où là vraiment les besoins sont massifs, mais d'adapter vraiment le niveau de réponse aux besoins locaux, et notamment peut-être envisager plusieurs petits dispositifs dispersés plutôt que des gros dispositifs de concentration. Et pourquoi pas permettre à certains CARUD, donc des structures déjà existantes qui sont déjà en place, d'avoir des politiques d'aide à la réduction des risques liés aux injections, mais également peut-être dans certains cas de pratiques contrôlées. Pour notre part, à Bordeaux, par exemple, on était également favorable à un dispositif mobile qui a fait ses preuves à Barcelone, au Danemark, etc., et qui permet, sans déranger des quartiers, d'avoir quand même une réponse qui va au-devant des personnes. Donc, évidemment, nous sommes tout à fait favorables au développement de ces salles en France, leur pérennisation, et si possible, en adaptant justement leur mode de fonctionnement de telle façon qu'elles soient peut-être encore mieux intégrées dans le dispositif général. Alors, sur la question des overdoses et de l'analoxone, vous avez tout à fait raison, Mme Micouleau. Pour la plupart, les décès sont liés à des intoxications aux opioïdes. Alors, des opioïdes illégaux, de l'héroïne, des opioïdes détournés de leur usage, parfois des traitements de substitution, parfois de la morphine médicamenteuse, mais également parfois des opioïdes qui sont commandés sur Internet avec une préoccupation croissante par rapport à des produits extrêmement puissants comme du fentanyl. On a eu quelques décès l'année dernière de cet ordre dans le sud-ouest. Alors, il y a une réponse, effectivement, l'analoxone. Est-ce qu'elle est suffisamment utilisée? La réponse est claire, non, puisque le dispositif le plus acceptable par les usagers, qui est le plus simple à utiliser, surtout dans un contexte d'angoisse quand il y a une overdose en cours, ce sont les dispositifs par spray intranasal, clairement. Et il se trouve que le premier médicament qui avait été proposé, c'était le Naltq. Il n'y a pas eu d'accord tarifaire entre les autorités de santé et la firme industrielle, ce qui fait que de fait, la commercialisation du Naltq a été interrompue en France. Ce qui fait qu'actuellement, nous n'avons plus qu'un produit à disposition, le voilà, c'est le Prénoxade, qui est un analoxone également, mais en intramusculaire, ce qui est un petit peu plus compliqué, il y a une préparation, etc. Et de fait, le bug un peu au lancement de l'analoxone en intranasal fait que les gens ne se sont pas appropriés suffisamment, sans doute, ce dispositif. Or, les gens, c'est les professionnels, mais c'est aussi les usagers. Vous savez, les usagers ne sont pas très demandeurs de ce genre de substances. Les antagonistes opiacés, ils s'en méfient un petit peu pour des tas de raisons. Et donc, il y a nécessité vraiment d'un travail de motivation auprès des usagers. On espère, il devait y avoir une troisième forme, une troisième galénique de naloxone, toujours en intranasal, qui devait être mis sur le marché ce début d'année, le Nixoïde. Là aussi, il y a des discussions, enfin, ça n'avance pas beaucoup. On nous annonce maintenant que ça pourra peut-être être à l'automne, mais il y a une réelle urgence de diversifier les formes de présentation de naloxone et notamment d'avoir la possibilité de prescrire, de donner, de remettre directement des formes intranasales qui sont beaucoup plus acceptables. Sur le cannabis récréatif et la mission d'information, je n'ai pas grand-chose à
à rajouter à ce que disait Julien. Ça traduit effectivement l'évolution des représentations au plan international, avec toutes les campagnes, toutes les actions de légalisation qui ont eu lieu dans pas mal de contrées maintenant, mais également au plan national. Il y a un élément qui est assez clair, ce que disait Julien initialement d'ailleurs, c'est qu'actuellement, là où les tranches d'âge, où la prévalence des usages de cannabis augmente, c'est les gens adultes, où il y a un effet de translation finalement générationnelle, où les jeunes d'il y a 10 ou 15 ans maintenant ont 30, 35, 40 ans, etc. Et pour certains, ceux qui se sont accrochés, ils ont amené avec eux un certain nombre de ces consommations. Ils répondent aussi au sondage et on voyait que ceux qui sont consommateurs ont une attitude évidemment très particulière par rapport à l'appréciation en ce domaine. Qu'est-ce qu'on a constaté en fait? C'est que le cannabis n'est pas une drogue qui a systématiquement des effets délétères majeurs, c'est-à-dire beaucoup d'usagers arrivent à avoir des consommations à peu près contrôlées. Et donc, le regard sur le cannabis est sans doute, du fait de cette connaissance-là, est peut-être moins totalement négatif qu'il pouvait l'être dans les années 70 ou 80, où la grande majorité des Français n'avaient aucune expérience de cette affaire-là, et donc c'était préoccupant. Néanmoins, le versant de cette affaire-là, c'est que de plus en plus de jeunes et d'adultes se sont rendus compte que ce n'était pas non plus une panacée, c'est-à-dire que ça pouvait déclencher des problèmes. Ce qui fait qu'actuellement, au fur et à mesure que le temps passe, finalement, on se rend compte que c'est une molécule, enfin le THC en l'occurrence, qui non seulement peut avoir des effets délétères sur la santé, sur les cognitions, sur la concentration, donc des risques au volant, des risques au travail, des risques de violence également, mais surtout c'est assez redoutable chez les jeunes, chez les ados, et notamment quand on commence à l'utiliser avant 15 ans, où là on va avoir des impacts durables en termes de neurodéveloppement. Si bien que ça va peut-être vous étonner, mais alors que la Fédération Addiction, héritière de l'Association des intervenants en toxicomanie, qui avait pris parti et qui maintient d'ailleurs en 1994 pour la légalisation du cannabis, puisqu'on voit bien toutes les limites de la prohibition. Enfin, les parlementaires l'ont mis en évidence, je n'y reviens pas. Notre rôle, peut-être en termes d'acteurs de santé publique, actuellement, c'est plutôt de tempérer l'enthousiasme des personnes naïves et qui vont être sous pression également de lobbies. On voit l'importance des lobbies du cannabis au plan international avec les producteurs, beaucoup liés à l'industrie du tabac, si bien qu'on est plutôt, enfin, tout à fait favorable de notre côté à une déprohibition, mais qui entrerait dans un cadre vraiment de régulation très contrôlé, et notamment qui passe s'appuyer sur un maintien de l'interdit pour les jeunes ou dans certains styles d'espaces de consommation qui peuvent présenter des dangers. Alors, je m'excuse de passer très vite, mais ensuite, il y avait les questions sur les addictions comportementales. Moi, je suis psychiatre, alors évidemment, les éléments psychocomportementaux me passionnent. On est en lien étroit depuis Jean-Luc Vénis et avec l'équipe actuelle de l'IFAC. C'est clairement un problème émergent qui a été accéléré, je pense, par la période du confinement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et plus particulièrement chez les jeunes. C'est là où il y a le problème majeur. On sait que les écrans, indépendamment d'une addiction d'ailleurs, sont toxiques pour les tout jeunes, hein, avant 2 ans, 3 ans, etc. Mais pour ce qui nous intéresse, nous, côté addicto, on se rend compte que c'est vraiment un piège, puisque c'est un facteur d'isolement social croissant. Et on s'en rend compte par le fait que les jeunes qui perdent le contrôle par rapport aux écrans sont souvent des jeunes qui justement sont en vulnérabilité psychologique, qui ont des problèmes de vie difficiles, soit dans leur famille, soit en milieu scolaire, qui peuvent être harcelés, qui ont des phobies sociales, phobies scolaires, etc. Et qui trouvent dans les écrans un espace, pas simplement de distraction, mais là aussi un espace un peu autothérapeutique, au moins dans un premier temps, c'est-à-dire quelque chose qui va les amener à avoir des actions valorisées, valorisantes, où ils ont un espace, où ils ont des amis virtuels, etc., et où ils sortent totalement de leur isolement. Toutes les études montrent, des études prospectives, que, hélas, l'écran va, comme la drogue, avoir un effet aggravant du problème initial. C'est-à-dire ce qui, à première vue et dans l'immédiat, est un effet plutôt apaisant, ensuite contribue à aggraver encore l'isolement social. Et notamment chez les filles, on voit aussi que ce sont des facteurs dépressogènes. C'est-à-dire, alors les garçons, c'est plutôt jeux vidéo, jeux caricature. Et les filles, c'est beaucoup réseaux sociaux, c'est-à-dire le besoin d'être porté par le regard des copains, des copines. Et quand on a moins de réponses favorables, quand on commence à se moquer de sa tenue, etc., ou qu'on n'a pas de retour aussi positif que ce qu'on imagine, les gens les plus fragiles vont continuer à s'enfoncer. Donc c'est vraiment un enjeu, avec un élément qu'a évoqué Julien, puisque maintenant les jeux sont entrés dans le périmètre, et c'est une bonne décision de l'OFDT, il faut être attentif aux paris sportifs. C'est la porte d'entrée actuellement chez les populations vulnérables dans le domaine qui cumule la vulnérabilité du jeu
vidéo, écran, et la vulnérabilité du jeu d'argent. Ça, c'est un mélange absolument toxique. Le début de l'augmentation, c'était 98, enfin non, c'était la dernière Coupe du Monde 2018 où la France a fait un bon parcours. J'espère que la France fera un bon parcours pour l'Euro. Néanmoins, on sait que c'est des facteurs de risque et je vous invite à revoir les pubs à toutes les mi-temps, notamment celle de Winamax, où on voit que c'est typiquement centré sur des jeunes vulnérables, banlieues, cités, etc. Et où il y a des images style Roi Lion, où un type qui est dans un petit salon enfumé, fatigué, etc., devient le roi du monde avec un géant qui le soulève et qui le porte, enfin, avec une apothéose. Donc on voit comment cette illusion de transformation peut être un piège pour des gens. Et plus on est vulnérable, socialement ou psychologiquement, plus on risque basculer du côté de cette addiction. Sur les aidants des malades alcooliques, souvent des femmes. Alors effectivement, dans notre pays, l'accueil aux entourages, notamment en psychiatrie en général, mais dans les hôpitaux, n'était pas excellent. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, c'était souvent perçu comme des gens un peu gênants, etc. La logique actuelle, en tout cas les efforts de formation depuis des décennies, en plus moi je suis thérapeute familial, je suis entré là-dedans, c'est au contraire de travailler avec l'environnement familial qui a peut-être sa part aussi dans l'éclosion du problème, mais en tout cas a une part importante à prendre dans la résolution du problème. Et de plus en plus, nous avons des liens très très étroits au niveau national, mais au niveau local aussi, hein, avec des associations familiales, avec l'UNAFAM. Et d'autre part, nous essayons également, nous avons fait des projets communs sur le guide de survie là, pour les parents en milieu psychiatrique. C'est moi qui ai rédigé l'aspect sur les addictions. Donc vraiment, on essaye de travailler le plus possible ensemble et d'intégrer y compris des pères aidants et parfois des personnes liées à la problématique indirectement dans le fonctionnement de nos équipes. Non seulement les usagers eux-mêmes, mais également leur environnement. Mais je suis d'accord avec vous, on part de très loin. Il faut bouleverser des représentations où souvent c'était la famille qui était jugée plus ou moins responsable du problème et donc on la mettait un petit peu à l'écart en pensant de manière illusoire que la séparation, la parentectomie arriverait à un bon résultat. On sait qu'en fait c'est l'inverse qui se produit, donc il faut vraiment être dans des logiques de collaboration, de coopération sur des objectifs thérapeutiques partagés. Alors, par rapport aux dernières questions, le regard sur la SCMR, je l'ai dit. Par rapport à la discussion sur l'alternative, sevrage, substitution, réduction des risques, oui, il y a eu une véritable révolution, vous le savez, hein, c'était ces dernières décennies où traditionnellement le modèle de traitement, c'était le sevrage, l'abstinence. On se rendait compte que cet objectif remarquable était tellement ambitieux et difficile à atteindre qu'hélas, beaucoup de patients, du coup, ne se sentaient pas en mesure de l'atteindre et du coup s'auto-censuraient finalement et ne contactaient pas nos structures. Donc il y a eu une véritable révolution il y a longtemps maintenant dans le champ des opiacés avec le traitement des substitutions où on s'est rendu compte que plutôt que de se battre à tout prix pour l'abstinence avec les risques qu'il y avait eu à l'époque de développement du sida, il valait mieux partir de la demande des personnes elles-mêmes, en l'occurrence des seringues propres, des choses comme ça, prendre soin de leur santé, limiter les risques de contamination, etc. Et sur cette base-là, essayer de les aider, c'est un peu ce qu'on disait sur les salles de conso tout à l'heure, à accéder peut-être à des objectifs plus avancés, plus ambitieux en fonction de leurs besoins. Et on s'est rendu compte que cette politique-là nous permettait d'abord de contacter beaucoup plus de personnes dans une ambiance pacifiée et qu'au final, ça nous permettait d'aider beaucoup plus de personnes aussi à évoluer vers des traitements régulés type traitement de substitution, mais y compris vers le sevrage. Et finalement, ces dernières années, c'est une tendance qui s'est développée dans le domaine de l'alcool, où là, on partait encore plus loin, parce que l'objectif cardinal de l'abstinence totale définitive était quelque chose qu'on apprenait à l'école depuis plus d'un siècle. Et où on s'est rendu compte que du coup, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'alcool qui restaient sur le bas-côté parce qu'ils ne se reconnaissaient pas là-dedans. Donc, on a changé un peu de paradigme en disant, on va partir de votre demande. Souvent, la demande des gens qui ont une consommation excessive, c'est pas d'arrêter complètement de boire, c'est plutôt de revenir à avant, c'est-à-dire à remaîtriser leur consommation, à la modérer, etc. Et là, de ce côté-là, maintenant, on a des nouveaux médicaments qui ont été formatés pour ça, c'est-à-dire pour aider à soutenir le sevrage, notamment le baclofène, le nalmefène, enfin, il y en a d'autres. Mais il y a également des techniques d'accompagnement psychosocial avec des programmes qu'on a importés du Québec, qu'on développe actuellement en France au titre de la Fédération Addiction, avec des programmes qui s'appellent Alco-Choix, comme son nom l'indique, qui sont des aides à la réduction des consommations. Et on se rend compte que finalement, cette approche nous permet d'abord
d'avoir contact avec beaucoup plus de personnes dans une ambiance réellement d'alliance thérapeutique et non pas de dressage vertical avec toutes ses limites. Et au final, ça permet d'avancer. Alors, on me disait, mais quel moyen devrait être dédié à l'RDR? J'aurais tendance à dire que c'est une partie de l'avenir, pas tout, hein, mais une partie de l'avenir, et qu'il faudrait aller vraiment développer dans la pratique ce qui était prévu dans la loi de santé de 2016. C'est-à-dire non seulement le développement des salles de conso, mais également le développement des dispositifs d'analyse de produits, là où ça patauge un peu, pour tous ces jeunes qui utilisent des produits de synthèse, mais également développer la RDR en prison. Pour autant, la réduction des risques, ça suffit pas. Il faut développer aussi l'offre de soins. Vous vous souvenez ce que je disais au début. Il faut que les deux soient liés. C'est-à-dire que c'est vraiment absolument important de ne pas enfermer non plus uniquement les gens dans des dispositifs cloisonnés de réduction des risques. Il faut que ça facilite leur accès, pour ceux qui le souhaitent, à des dispositifs sociaux d'hébergement sans condition, les usages sont tolérés, où on peut arriver avec son chien, où on peut arriver en couple, comme on essaie de les développer actuellement avec l'AMI, mais également des accès à un travail pour les jeunes adaptés, avec des paiements à la journée, comme Tapage, qui actuellement se développe tout à fait au plan national. Mais il faut aussi avoir accès au centre de soins classique, avec une prise en compte psychologique, psychosociale, de manière intégrative, et y compris avec des soins addictaux. Alors, les XAPA sont-ils suffisants? Non, il en faudrait plus, notamment parce que la diffusion générationnelle des drogues, c'est aussi une diffusion géographique. Quand j'ai commencé, il y a bien longtemps, en gros, les drogues illégales, c'était les grandes métropoles. Actuellement, il y a une diffusion, y compris en milieu rural, dans les villes moyennes, etc. Et autant l'alcool, c'était déjà le cas, le tabac, c'était déjà le cas. Et on a un gros effort à faire, nous, de notre côté, mais ça demande des moyens, pour arriver à diversifier nos lieux d'intervention, y compris aller au plus près des gens en milieu semi-rural ou rural. Alors peut-être qu'avec les développements de la visioconsultation, des téléconsultations, il y a sans doute une piste à suivre, les facilités aussi de téléprescription, les politiques d'aller vers, etc. Donc je crois que là, il y a quelque chose à envisager, et notamment aussi pour les consultations jeunes consommateurs, qui sont des lieux absolument essentiels. Quant à hommes-femmes, oui, la problématique des usages addictifs s'est développée clairement chez les femmes, souvent en écho avec des vulnérabilités psychologiques plus importantes, très stigmatisées, enfin des choses difficiles à apporter. Et on se rend compte que les facteurs déclenchants sont souvent liés à des éléments de stress, de violence, de maltraitance, de passé individuel un peu compliqué. Je parle des patientes que nous voyons dans nos centres, c'est-à-dire celles qui présentent les troubles les plus sévères, si bien que pour ces personnes-là, il est tout à fait important d'articuler des actions de type addicto avec des actions également d'aide à l'estime de soi, d'aide à la gestion des conflits, au traitement du psychotrauma, où souvent on se rend compte qu'il y a des antécédents psychotraumatiques, et donc développer des systèmes d'aide spécifiques tels que le MDR, etc., où on se rend compte que la demande, les besoins sont absolument majeurs, hein, dès qu'on creuse un peu cette question sur les particularités de genre dans le domaine des addictions. Et clairement, dans nos centres, on a un gros effort à faire de formation pour que nos intervenants psychosociaux puissent mieux connaître ces techniques d'intervention. Et au plan national, la Fédération Addiction travaille actuellement avec le CN2R, donc le Centre national résilience et psychotrauma au niveau, pour qu'on arrive à décliner des actions au niveau des centres régionaux psychotraumatisme qui sont liés par les établissements, gérés par les établissements psychiatriques. Et on a une action qui devrait être lancée l'année prochaine en partenariat justement CN2R-FA grâce au Fonds national addiction. Excusez-moi, j'ai été très long, mais il y avait énormément de questions passionnantes, donc je voulais détailler un petit peu. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour vos réponses, en effet, précises et qui soulèvent plein de questions complémentaires, je suppose. Laurence Cohen, Bernard Jomier et Jocelyne Guidez et Annick Jacquemet. Et ensuite, il y aura encore une seule question. Merci Madame la Présidente, merci Docteur Delisle et Monsieur Morel Darlieu. Effectivement, vous avez apporté déjà beaucoup de réponses. Moi, j'aimerais insister par rapport à deux choses. D'abord, la première chose, ça a été abordé sur la question du cannabis. J'ai été rapporteur
longtemps donc de la Mildelka et à l'époque j'avais travaillé sur la question des addictions et j'avais réussi à faire en sorte qu'il y ait une charte qui soit signée, qui soit coélaborée avec des professionnels des fédérations d'addictologie. C'était en 2012 et 1800 professionnels d'ailleurs avaient signé cette charte qui s'intitulait pour une autre politique des addictions et le dénominateur commun c'était on s'était tous mis d'accord au moins sur la dépénalisation de l'usage du cannabis. Bon, même si on peut en voir aussi les limites, mais en réfléchissant, en analysant les choses et en voyant que ce qui est pratiqué aujourd'hui en France, eh bien, non seulement n'apporte pas de résultats finalement probants et on voit bien dans nos quartiers et quel que soit, quand je dis nos quartiers, c'est vraiment voilà, les sénateurs et les sénatrices sont très implantés effectivement dans les collectivités et on voit bien que il y a que tous ces trafics engendrent des violences qui pourrissent littéralement le quotidien des habitantes et des habitants et que donc il faudrait arrêter cette politique plus basée sur la répression. Je parle au niveau des pouvoirs publics, pas de ce que vous faites hein, en tant que professionnel, bien évidemment. Et donc, il faudrait quand même évoluer et s'acheminer au minimum vers cette dépénalisation. J'aimerais avoir aussi peut-être là-dessus précisément votre sentiment. La deuxième chose, on n'en a pas parlé, c'est au sujet du crack, parce qu'on appelle ça plus communément d'ailleurs la drogue du pauvre. Ça a défrayé très récemment, là en début de semaine, l'actualité avec la situation sur Paris. Et donc, moi, j'aimerais un petit peu avoir votre avis parce que effectivement, il y a une expérimentation qui s'est faite en Belgique. Et qui est en fait la mise en place d'une chambre en fait de traitement qui est une chambre du tribunal de première instance qui se concentre non seulement sur les infractions commises mais aussi sur les problèmes qui sont sous-jacents et elle a été mise, cette chambre de toxicomanie à Gand en 2008 et je crois qu'elle permet vraiment finalement à la personne qui est appréhendée de s'inscrire dans un programme d'aide et si son parcours se déroule bien, le tribunal en fait peut en tenir compte au moment où il va effectivement faire tomber une sanction. Et je crois que, et si le prévenu, donc on met vraiment la personne au cœur hein, du dispositif, parce que si cette personne donc ne répond pas au programme d'aide ou l'abandonne ou voilà, à ce moment-là, bien le juge recourt à l'arsenal, j'allais dire classique des sanctions. Mais il y a cette implication et de la personne qui a été appréhendée et de la justice pour essayer de travailler dans un partenariat et pour aider la personne à s'en sortir. Et en fait, d'après les chiffres que j'ai vus, dans près de 70% des dossiers qui ont été introduits devant la chambre de traitement, eh bien, ce programme d'aide a été mis en place et il semblerait qu'il y ait à peu près une moitié d'issues favorables et que ça diminue le risque de récidive dans près de 80% des cas. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, que pensez-vous de cette proposition donc, qui est issue d'un pays voisin, la Belgique? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne solution au niveau de la France? Et je vous remercie par avance de vos réponses. Merci Bernard Jomier. Merci Madame la Présidente. Je vais m'en tenir à 3 questions. La première porte sur l'alcool. On constate depuis plusieurs années un ciblage sur les jeunes des fabricants d'alcool. D'ailleurs, l'expertise récente collective de l'INSERM pointe également cette question-là. Quelles seraient vos réflexions à ce sujet et vos propositions en termes de réponse? Comment doit-on répondre à ce ciblage?
Ma deuxième question, c'est relativement au cannabis. Alors bon, évidemment, je suis très intéressé par les mouvements de l'opinion publique sur cette question, mais je pense qu'on doit répondre à des questions de fond auxquelles et on a besoin de vos arguments de fond et de votre expertise. Une des questions à laquelle on doit répondre, c'est au fond, jusqu'où l'interdiction est-elle une bonne prévention? Ou à partir de quand n'est-elle plus une prévention? Voilà, et on voit bien que quand l'interdiction ne génère plus la rareté, l'indisponibilité d'un produit, il y a un argument qui s'estompe. Alors, ce n'est pas du tout la seule question à prendre en compte, mais là, vous avez certainement des éléments à nous apporter, y compris sur les expériences d'autres pays qui, quand ils ont changé de paradigme, a-t-on assisté à une hausse? A-t-on assisté à une hausse dans telle ou telle catégorie de population, chez les plus jeunes, chez les moins jeunes? A-t-on assisté à une hausse avec profil de consommation massif qui pose problème ou de consommation très sporadique et intermittente qui ne pose pas nécessairement de problème? Voilà, ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre cette question. Quelques mots de la SCMR, parce que c'est revenu dans l'actualité. Donc, moi, j'étais adjoint à Paris quand on a ouvert la première salle. Et d'ailleurs, les riverains, juste une parenthèse, pardon, dans ma question. Mais les sondages sur les riverains ont une signification très aléatoire. On peut prendre les chiffres très favorables et moins favorables. La réalité, c'est que si quelqu'un qui vit dans un endroit où il n'y a pas d'usager de drogue, vous lui dites on va implanter une salle de consommation en bas de chez vous, vous êtes d'accord, il va sans doute vous dire qu'il n'a pas trop envie. Là où on a ouvert la salle à Paris, c'est pas n'importe où. Les gens, ils avaient sur le trottoir, devant chez eux tous les matins, des seringues. Ils emmenaient les gamins à l'école, il y avait des seringues qui traînaient. Les usagers de drogue étaient dans la rue. Et la salle a fait rentrer une grande partie de ces usagers de drogue dans la salle et non plus dans la rue. Et donc, après, il y a des positions idéologiques qui font qu'on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Mais après, on évalue objectivement. Donc, les décomptes qui a été fait, on a une grande expérience puisqu'il y a une centaine de salles dans le monde. Donc, pour prendre ce seul critère, en général, c'est en 6 mois, 70 à 80% de seringues en moins ramassées par terre dans la rue. Voilà. Donc, évidemment, la parole des riverains est importante, notamment quand il faut installer un dispositif de ce type. Il faut les consulter, il faut les mettre dans la concertation. Mais les enquêtes d'opinion générale sur cette question, bon, voilà, je ferme ma parenthèse, mais le débat est ressorti là à propos de la situation à Stalingrad. Je suis élu du 19e par ailleurs, enfin j'étais, je ne suis plus élu municipal, mais certes c'est une partie de la réponse, mais il y a quand même un grand problème. Les usagers crack, on est au bout de la problématique de santé mentale et de psychiatrie quand même. Ce sont des personnes qui ont besoin de soins en la matière et de soins, enfin d'accroche, de bas seuil, enfin on n'emploie plus vraiment l'expression au début, mais de les amener vers des dispositifs et c'est compliqué. Et là, on est en carence de dispositifs, une carence qui est tout de même criante et une absence de réponse qui est un peu désespérante. Le chef de l'État a annoncé des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui doivent se tenir avant la fin du mois de juin. Je ne sais pas si vous avez la date. Moi, j'arrive toujours pas à la trouver. Et on est le 8 juin. Je crois que M. Delisle est un des signataires avec tout un certain nombre d'organisations d'une lettre ouverte parce que la fédération qui préside, je crois, n'est même pas associée à ces assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Mais comment peut-on... Enfin, j'ai assez peu entendu parler au fond de cette question, mais sur la question des addictions, on est quand même là au cœur de la problématique et on est en carence de dispositifs qui est massif. Donc, est-ce que par hasard, vous en sauriez plus sur ces assises de la santé mentale et de la psychiatrie et sur les débouchés possibles? Merci. Jocelyne Guidez. Oui, merci Madame la Présidente. On en a parlé pas mal, le traitement de substitution. Et à ce titre, est-ce que la cigarette électronique, est-ce qu'on peut la considérer comme un traitement qui permet une réduction de la consommation de tabac aux côtés des substituts nicotiniques, sachant que certains qui ne fumaient pas se mettent à consommer ce genre de produit pensant que ce n'est pas dangereux? Merci. On pourrait y ajouter le tabac chauffé.
On va prendre toutes les questions. Annick Jacquemet. Oui, merci Présidente. Bonjour messieurs. Alors, un certain nombre de réponses ont déjà été données aux questions que j'avais à poser, notamment sur l'alcoolisme ou les stupéfiants par rapport aux cures de désintoxication. Par contre, je ne crois pas avoir entendu. Est-ce que vous pouvez nous dire à moyen et long terme quel est le pourcentage de guérison ou de rechute? Le docteur Delisle a parlé de la prise en charge après et du suivi, mais est-ce que vous avez des pourcentages de rechute par rapport à ces addictions-là? Concernant les jeux vidéo dont vous avez parlé, Monsieur Morel, pour les enfants, à partir de quel âge ou en dessous de quel âge c'est complètement déconseillé pour les conséquences qu'il pourrait y avoir. Et la troisième chose qui m'interpelle, c'est qu'on parle maintenant, depuis je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, 0 verre d'alcool et 0 cigarette pour les femmes enceintes. Or, quand j'ai eu mes enfants il y a 30 ans, où nous-mêmes sommes nés de parents qui n'avaient pas ces consignes-là, et à ce que je vois, on n'est pas trop mal réussi. Alors, pourquoi ce revirement? Est-ce que les substances ont changé? Est-ce qu'on ouvre des parapluies? Est-ce que la recherche a donné des résultats qu'on ne connaissait sûrement pas, j'allais dire, à notre époque? Mais quelque part, ça m'interpelle un petit peu que le balancier parte aussi loin dans l'autre sens. Alors, est-ce que vous avez une explication par rapport à cette nouvelle façon de gérer la grossesse des femmes? Merci. Frédéric Puissat. Ensuite, Alain Milon et Chantal de Seine. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je vais être assez rapide, d'autant que ma question n'est pas une question, mais plutôt une demande à vous, Madame la Présidente. Je voulais revenir sur les salles de consommation. Alors, je parle avec beaucoup de prudence, d'abord parce que je n'en ai visité aucune. Et je sais en plus que la commission sociale, au moment de l'expérimentation, avait plutôt émis un regard plutôt bienveillant sur la dite expérimentation. Néanmoins, Bernard Jomier a fermé la parenthèse de l'entourage de l'implantation de ces salles de consommation. Je voudrais rouvrir cette parenthèse au regard notamment d'un article que j'ai lu ce matin dans le Figaro. Je ne dis pas que le Figaro est l'alpha et l'oméga de la vérité, encore que, mais je vous invite quand même à le lire. Je vous invite quand même à le lire parce que, alors on ne parle pas de Paris, on parle plutôt de Strasbourg. Et quand on lit effectivement le témoignage des habitants qui sont proximité de cette salle de consommation, j'avoue que ça fait froid dans le dos et qu'on a un peu le sentiment qu'on a sacrifié la vie sociale d'une partie de nos populations à un enjeu de bénéfice santé, un enjeu de bénéfice coût. Donc je ne sais pas, Madame la Présidente, si nous aurons l'occasion, en amont de ce qu'annonce le gouvernement, puisqu'il souhaite effectivement donner suite au rapport de l'ISFERM et pérenniser le dispositif. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en reparler, mais j'imagine bien que les membres de la commission sociale, notamment issus du milieu médical, auront un avis. Mais je pense que les élus de territoire que nous sommes doivent aussi à un moment donné avoir un avis sur effectivement ce type d'implantation qui peut quand même poser un certain nombre de difficultés et avec parfois des décisions nationales qui tout d'un coup ça rime à des réalités locales qui peuvent parfois créer des fractures qu'on connaît trop. C'est moi qui réponds, demande entendue. Alain Milon. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais dire quand même à Frédéric Puissat que nous avions à l'époque voté les salles de consommation ici au Sénat. C'est une proposition qui avait été faite par le rapporteur que j'étais et que ça m'avait valu de me faire traiter de docteur Mengele par les élus du Front National du Vaucluse. Et je reviens donc maintenant à tout ce qui a été dit par vous deux, messieurs, et vous remercier de l'énorme énergie que vous dépensez pour lutter contre certains types de drogues, contre toutes les addictions, mais contre certains types de drogues, avec un succès qui est malheureusement extrêmement minime. Alors, je voudrais revenir sur ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il dit régulièrement que le marché parallèle des drogues illicites, c'est quelques milliards d'euros de dépenses par an, que ces milliards-là, l'économie française n'en voit pas la couleur. Est-ce que vous avez fait, vous, une étude sur la possible suppression de la monnaie ou de l'argent liquide afin d'éliminer ces marchés parallèles? Pour compléter ce qu'a dit Alain Milon, en effet, lors de la loi Touraine, on avait néanmoins été favorable aux salles
qu'on appelait dites de shoot à l'époque, à condition qu'elles soient adossées à un établissement hospitalier de façon à ce qu'il y ait ce passage près du soin. Je ne pense pas que ce soit le cas partout. Oui, à Paris, mais pas forcément à Strasbourg aussi. Pour être à la fois dans un axe, en effet, de prévention par rapport aux patients, aux toxicomanes, mais aussi de rentrer dans une démarche de soins. Et pour terminer, Chantal de Seine. Merci Madame la Présidente. Messieurs, avez-vous une visibilité sur l'ouverture, sur la programmation d'ouverture de salles de consommation à moindre risque, alors que l'expérimentation menée à Paris et à Strasbourg est plutôt positive? Il y a quelques années, on parlait d'ouverture de salles sur Marseille et sur Bordeaux. Où en sont ces projets? Merci. Ah, Catherine Procassia a une question. Apparemment, je la vois qui lève désespérément la main. Je l'avais mis sur le chat. Bonjour, bonjour à tous. Je pense que vous avez en partie répondu aux questions par rapport à la situation, enfin pas répartie. Ma collègue a posé la question par rapport à notre situation d'il y a 30 ans ou 35 ans. Mais par rapport je voudrais savoir s'il y a eu des études réelles qui ont été faites sur les enfants de moins de 3 ans, puisque maintenant c'est interdiction de regarder le moindre écran avant 3 ans. Moi, je dois dire que quand mes filles étaient petites, j'en mettais une devant la télévision pendant que je préparais l'autre pour aller à l'école, et que maintenant ni l'une ni l'autre ne regardent plus la télévision. Donc je ne sais pas si c'est des cas exceptionnels, mais surtout je vois mes enfants me dire « Ah non, non, on ne peut plus regarder des informations, on ne peut plus rien faire, parce qu'il ne faut absolument pas qu'un écran avant 3 ans ». D'où provient ces éléments? Et est-ce que effectivement, ça provoque des addictions? Merci. Voilà, beaucoup de questions. Alors, qui commence? Vous y allez, Monsieur Morel-Darleux, pour ce qui vous concerne? Oui, alors. Le directeur de Lille le terminera. Je voudrais juste préciser que je me tiens à disposition de la Commission pour répondre aux questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou pour fournir tous les éléments via l'administration du Sénat, tous les éléments à la Commission des études qui ont été faites. Il y a beaucoup de réactions, plus que d'ailleurs de questions. On voit effectivement qu'un des débats autour de votre commission, autour des salles de consommation à moindre risque, et j'invite aussi votre commission à entendre sans doute l'équipe de l'INSERM qui a mené ce travail très récent, enfin dont les travaux ont été rendus très récemment, ainsi que la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Juste pour redire, je pense, 2 éléments de contexte, hein, c'est-à-dire que le travail d'implémentation de ces salles, elles répondent à l'étranger comme en France à une implémentation dans des lieux où il y a des usages préalables de consommation problématique. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas implanter ces salles dans des espaces où il n'y a pas de consommation, mais bien ça vient répondre à un endroit où les usagers de drogue sont déjà présents. Et les décisions d'implémentation sont généralement faites après un échange long avec les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les acteurs de terrain, la préfecture et les services de l'État. Donc on a effectivement, on entend comme moi, je n'ai pas d'éléments concrets sur l'ouverture, peut-être Jean-Michel de Lille à Bordeaux, mais à Bordeaux et à Marseille, à Lille, qui sont les villes dont on entend régulièrement parler. On sait qu'il y a des collectifs d'associations et de soignants qui sont mobilisés pour ces ouvertures-là. Néanmoins, voilà, on voit qu'on est encore en France dans des débats autour de l'acceptabilité de ces salles. Là où on le montre lorsque c'est effectivement, on est face à des lieux où il y a des usages réguliers et potentiellement problématiques d'un point de vue de la tranquillité publique et des conséquences sanitaires de drogue dans l'espace public, qu'elles ont un effet positif de réduction des risques. Et donc, voilà, je pense à un élément à garder en tête. Et je ferai le lien sur cette question-là avec effectivement les usages de crack. On a de cocaïne basée. On a travaillé avec l'INSERM et une partie de l'équipe d'ailleurs qui a fait l'évaluation sur les salles de consommation à moindre risque, sur la situation et on a rendu donc une synthèse de nos rapports
en début d'année sur la situation ces 3 dernières années du crack en Île-de-France, une situation qui s'est, alors qu'il y a eu énormément de moyens qui ont été mis pour de l'accompagnement médico-social, de l'accompagnement en termes d'hébergement pour effectivement sortir les usagers de la rue et donc d'une consommation dans l'espace public. On voit bien que une année de crise sanitaire est venue aussi impacter le travail qui est fait par les professionnels de terrain et services de l'État au plan local, avec l'appui, effectivement. C'est quand même le plan crack qui est porté par la ville de Paris, l'ARS Île-de-France, la préfecture d'Île-de-France, la MILDECA, et un plan qui mobilise l'ensemble des acteurs, la préfecture de police. Néanmoins, on voit bien que là, on est dans une situation qui était une situation un peu paroxysmique ces dernières semaines. Mais ce qui fonctionne et ce qui pose la difficulté principale, c'est celle que soulevait Jean-Michel Delisle tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait le lien entre la réduction des risques et l'accès à d'autres niveaux de soins, avec aussi pour les usagers de crack l'accès à des espaces où ils sont finalement des espaces de repos, des espaces d'hébergement éloignés des espaces de consommation, et des espaces, un des points qui était ressorti de l'enquête sur les trajectoires auprès des professionnels et des usagers de crack, le volet mené par l'INSERM de l'étude qu'on a faite en commun, c'est effectivement, en fait, finalement, changer aussi de regard, c'est-à-dire qu'une demande d'hébergement individualisée de la part de ces usagers, alors qu'on avait une représentation collective, souvent de dire c'est des consommations qui sont collectives, et même dans la partie inhalation de la salle de consommation à moindre risque de Paris était des cabines d'inhalation collective, alors qu'en fait, finalement, il y a aussi un besoin de consommation, de régulation de la consommation de manière individuelle. Donc, ça, voilà, je vous invite à interroger effectivement l'équipe de l'INSERM qui a travaillé sur le sujet. Très rapidement, parce que je ne vais pas en 1 minute et 45 secondes apporter des réponses sur la question de la légalisation du cannabis et sur les comparaisons que l'on a au niveau international. Je vous invite, je vous renverrai les liens au rapport qu'on a mené à l'Observatoire français des drogues et toxicomanie sur les expériences qui existent outre-Atlantique. On est avec le soutien du Fonds de lutte contre les addictions sur un programme qui s'appelle Astracan et qui permet de comparer finalement ce qui a été réalisé dans 3 États d'Amérique, enfin des États-Unis et 3 provinces canadiennes, avec 2 approches différentes, une approche par État très diversifiée, avec des lois qui ne sont pas comparables d'État en État sur la légalisation du cannabis dit récréatif, et une loi fédérale au Canada depuis 2018, mais qui est déclinée aussi de manière très différente selon les provinces canadiennes, puisque c'est des États fédéraux. L'élément principal qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il faut bien être au clair sur l'attente initiale de la légalisation et de sa mise en œuvre pour pouvoir mesurer ses effets. Ça paraît être un peu une lapalissade de le dire, mais on n'aura pas de changement qu'on n'a pas attendu ou qu'on n'a pas souhaité au départ. Ce qui est caractéristique de ces différentes juridictions outre-Atlantique, c'est qu'il y a un contrôle strict de l'interdiction de vente aux mineurs, et qu'effectivement, depuis la légalisation, il n'y a pas eu d'augmentation des consommations chez les mineurs, puisqu'on est dans des pays où la tradition du contrôle de l'interdiction de vente aux mineurs est aussi respectée, quels que soient les produits. Dans tous les États concernés, il y a une augmentation des consommations chez les adultes, mais à partir du moment où vous légalisez un usage et que vous le rendez possible, la communication, la publicité, même la diversification des produits, vous avez effectivement des gens qui vont aller l'expérimenter et qui vont, pour partie, en consommer alors qu'ils n'en consommaient pas préalablement. Et on n'est pas là dans des biais de déclaration. Avant, on ne le disait pas parce que c'était interdit. On le dit maintenant on voit bien qu'il y a une diffusion du produit qui se fait puisqu'il est légal. Et donc, tout l'enjeu, et c'est là où il y a une vraie diversité, je vous renvoie effectivement aux travaux qu'on a fait, puisque entre les différents États, on voit soit il y a des États qui sont dans des logiques de santé publique très fortes, avec un contrôle très strict de la mise à disposition des produits, du contrôle qualité des produits, de la capacité de distribuer ce produit entre le producteur et le magasin de détail, où les hausses sont plutôt contrôlées et
les effets non désirés sont plutôt restreints. Et puis d'autres États, je vais citer le Colorado qui est le plus connu, où on a effectivement une approche très libérale, très marché orientée, comme on dit, du cannabis, et où on va trouver effectivement toutes sortes de produits cosmétiques comestibles et des produits très fortement dosés en cannabis à inhaler ou à fumer, où là on a vu des effets dès le départ sur des impacts sur les accidents de la route, par exemple, ou sur les urgences médicales. Donc, il faut vraiment mesurer. Donc, nous, on travaille, on a des rapports intermédiaires qui ont été mis en ligne l'année dernière. On aura un deuxième volet sur cette enquête courant 2022. Et puis, autre élément important, mais là, je ne peux pas on va aussi publier début juillet, à l'occasion des 20 ans de la loi portugaise sur la dépénalisation de l'usage de produits stupéfiants, et donc l'orientation vers des commissions effectivement médico-sociales des usagers de produits. Donc on va faire un bilan un peu détaillé de cette loi qui sera en ligne sur notre site et qui donc j'adresserai à votre commission également à ce moment. Est-ce que dans les études, vous évaluez le passage à des drogues plus dures, qui est souvent un peu un des obstacles qui est donné aussi à la légalisation, en disant ça va augmenter le passage à des drogues plus dures, un report du trafic, si je puis dire, sur des drogues plus dures? Alors, en fait, dans les années 70, on a évoqué cette question, ce qu'on appelle la théorie de l'escalade, oui, qui a largement été démentie par les travaux. En fait, il n'y a pas de lien de causalité entre le fait d'avoir consommé un jour du tabac ou de l'alcool ou du cannabis et après de consommer d'autres substances. On a des niveaux de diffusion des produits qui ne sont pas les mêmes, et donc on retrouve effectivement chez les usagers d'héroïne ou de cocaïne des gens qui avaient consommé d'autres produits avant. Mais en fait, l'élément principal, et je pense que Jean-Michel Delisle le confirmera, c'est dans la mesure de prévention et de ces dernières années, et ça renvoie à plusieurs questions qui ont été posées sur la règle des 3, 6, 9, 12, donc sur la prévention des écrans, donc les règles de santé publique, c'est de prévenir au maximum en fait l'accès et de retarder finalement l'âge d'entrée dans les consommations ou dans les usages. Donc les 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans pour les écrans, donc 12 ans les réseaux sociaux, 9 je dirais les jeux vidéo, 6 la télévision et 3 pas d'écran avant. De mémoire, je ne suis pas spécialiste de santé publique, mais je vous renvoie sur pas d'écran avant 3 ans. C'est surtout d'abord des réflexes et des messages de santé publique les plus clairs possibles. Voilà, c'est-à-dire que ça donne des caps. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui regarde la télévision avant 3 ans deviendra un consommateur d'héroïne quand il sera grand. On a quand même dépassé ces logiques-là. Donc, vraiment une logique de prévention, et un des éléments qui est quand même important, et je le prends parce que ça fait partie des éléments d'effets positifs de politique de santé publique, c'est que, par exemple, en 20 ans, on a reculé de 15 mois l'âge d'initiation à la cigarette chez nos adolescents en France. Donc, il y a bien un effet. On est passé de 13 ans à 14 ans et demi. Voilà, donc il y a bien un effet de ces usages de prévention. Et on sait que plus on commence tard les usages, moins il y a des risques d'usage problématique. Voilà. Très bien. Monsieur le Président Delisle, si vous voulez répondre relativement rapidement. Oui, de manière lapidaire. Il y avait une question qui nous disait si on n'était pas un peu déprimé par le côté réduit finalement de nos résultats. Et du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Julien. Du point de vue des soignants, comme je suis, non, on n'est pas déprimé, parce que figurez-vous qu'il y a énormément de gens que nous aidons, qui vont mieux et qui sortent du circuit. C'est-à-dire l'évolution généralement est favorable, mais elle est longue, ça prend des années. En revanche, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que plus il y en a qui sortent, plus il y en a qui entrent. Donc, on est dans un flot permanent. Enfin, c'est le lot de la médecine. On espère rarement arriver à éradiquer complètement une problématique. Mais finalement, dans le domaine des addictions, c'est un côté un peu moins désespérant que par rapport à certains troubles psychiatriques caractérisés, où on sent que là, il y a un poids de la chronicité qui est vraiment lourd. L'autre élément de satisfaction, c'est qu'on se rend compte que les actions de prévention, on ne le dit pas assez, mais c'était dit à l'instant, commencent à porter leurs fruits, notamment chez les jeunes. Le retard de l'expérimentation des produits, la diminution de la prévalence tabagique chez les jeunes, la diminution de la prévalence des usages d'alcool également, enfin d'expérimentation, la diminution d'un certain nombre d'indicateurs de cet ordre, annonce ce qui va se produire petit à petit. Donc, il y a des éléments d'évolution, disons, qui ne sont pas défavorables.
Or, pour les appuyer, et là je répondrai de manière lapidaire à tout ce qui a été, toutes les questions remarquables que vous avez posées, la dépénalisation, évidemment, on y est favorable quasiment depuis toujours pour toutes les drogues. C'est-à-dire, on ne pense pas que en faire un délit pénal soit quelque chose qui soit d'une quelconque efficacité, et puis au contraire, ça peut faire courir des risques supplémentaires en termes de stigmatisation, de mise à l'écart, etc. Donc, sans doute faut-il arriver à réglementer, à interdire certaines choses, mais sans doute pas, nous semble-t-il, du ressort d'un délit pénal. L'une des critiques que nous avions faites à la prise de position du ministre de l'Intérieur là, concernant la lutte contre les trafics, c'est qu'évidemment, il faut lutter contre les trafics, contre ces phénomènes de violence qui se sont multipliés dans certaines villes, y compris des villes moyennes, mais parfois aussi des grandes villes, mais en ne se concentrant pas uniquement sur une réponse répressive et policière. Il est évident que pour arriver à réduire ces mécanismes-là, il faut avoir une articulation avec des actions de prévention, de soins et une politique qui soit globale et non pas toujours l'illusion de pouvoir éradiquer des phénomènes sociaux ou comportementaux uniquement par une réponse policière. La question sur crack et santé mentale, on est au cœur du problème. C'est-à-dire le plan crack était un plan global. Pour les raisons qui ont été évoquées, il n'a pas été réellement mis en œuvre. Mais les usagers de crack sont des usagers extrêmement marginaux au plan désinséré, au plan social, et chez lesquels il y a une prévalence de troubles mentaux caractérisés, pour le coup, extrêmement importante. Ce qui veut dire que, de toute évidence, c'est l'emblème même de ce qui devrait appeler à des politiques globales et intégrées, à la fois sociales, médicales, psychiatriques et addictologiques, mais qui passent également par de l'action sociale, de l'hébergement, du travail. C'est-à-dire, je salue le fait que des salles aient pu être associées à des hôpitaux, comme adossées à des hôpitaux, comme à Paris et à Strasbourg. Ça peut être utile en cas d'overdose, d'incidents aigus. En revanche, là où il faut qu'elles soient vraiment intégrées, c'est avec les circuits sociaux, addictifs et de santé mentale. Et là, il y a tout un effort. Vous connaissez la difficulté actuellement de mes collègues qui sont actuellement à l'hôpital, dans la psychiatrie publique. On essaye de développer effectivement des équipes mobiles, psychiatrie et précarité. Il faut arriver à les intégrer avec nos propres dispositifs d'aller vers. Donc, il faut arriver à faire du décloisonnement, mais avec des structures qui n'ont pas réellement l'habitude de travailler ensemble, quelles que soient les volontés des acteurs de terrain. Donc, on attend effectivement de la puissance politique qu'elle ne se limite pas à une illusoire réponse exclusivement répressive, mais qu'elle pousse les ARS, les directions de la cohésion sociale à réellement décloisonner leur pratique de telle façon qu'ils suscitent et ils soutiennent la mise en place d'équipes intégrées. C'est ce qu'on essaye de faire actuellement peut-être dans la suite du Ségur de la santé avec la mesure 27, mais également l'AMI récent de la DIA. Alors, sur les chambres de traitement, on nous citait l'exemple belge. C'est un exemple tout à fait intéressant qui rappelle un peu celui des drug courts, des cours drogue qu'on voit aux États-Unis ou en Belgique. On a également fait un travail là-dessus en partenariat avec des partenaires de la justice. C'est un guide santé-justice, du coup, que je vous adresserai. Et pour notre part, on serait tout à fait favorable à la mise en place de dispositifs adaptés. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand on demande à des gens qui avaient un problème de dépendance, ce qui les a poussés finalement à avancer vers une résolution de ce problème, on se rend compte que ce qui sort comme motif explicatif, c'est le sentiment de responsabilité par rapport à ses proches, par rapport à ses enfants quand ils grandissent, par rapport à sa femme, son mari, etc. Mais c'est aussi finalement le fait qu'ils aient été confrontés à un rappel d'interdit côté justice. Donc le tout est de faire en sorte que ce rappel soit bénéfique et non pas que le remède soit pire que le mal, ce qui est le souci permanent en médecine, mais qui devrait l'être aussi dans l'appareil judiciaire. Bernard Jomier évoquait la question du ciblage chez les jeunes. Je crois que vraiment, là aussi, il faut s'inspirer, il y avait un lien avec les États-Unis, sur l'application rigoureuse aux États-Unis des lois de prohibition chez les jeunes. Ça a été rappelé tout à l'heure par Julien, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire, si vous essayez d'entrer dans un liquor store, que vous avez un look un peu ado et que vous essayez d'avoir une bouteille de whisky, ça ne marchera pas. On risque même de vous envoyer direct vers la police. Donc, il y a des règles en France, mais elles sont moyennement appliquées, donc il faudrait le faire. Mais surtout, le mode de consommation des jeunes évolue. C'est-à-dire là, les consommations quotidiennes de nos grands-parents ou de ma génération, de vin à table, c'est en voie d'extinction, clairement. Ce qui se passe actuellement chez les jeunes, c'est plus un mode anglo-saxon de recherche d'ivresse avec des alcools forts, avec de la bière, etc. Donc, une recherche d'effets psychotropes. Ce qui veut dire que la question est moins celle d'une pression sociétale
qui poussait tout le monde à boire finalement de l'alcool, mais plus une pression juvénile renforcée par la publicité pour avoir des comportements qui sont ceux qu'on voyait classiquement dans les pays anglo-saxons. Donc, comme ça renvoie à des vulnérabilités, il faut développer des actions ad hoc, c'est-à-dire compléter les actions grand public qui ont lieu par des actions beaucoup plus ciblées sur les jeunes, promouvoir et développer les consultations jeunes consommateurs de telle façon qu'elles puissent recevoir les personnes, des jeunes qui font des ivresses répétées et faire une évaluation psychologique et sociale pour qu'ils soient accompagnés, développer des campagnes de prévention, on avait fait, qui soient ciblées sur les jeunes avec des trucs plus ludiques, style Dry January, qui ne soient pas orientés à abstinence, parce que pour eux, ça n'a aucun sens, mais plutôt maîtrise des consommations, expérience de période de réduction, etc. Donc, à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut avancer. En disant, la question était passionnante, jusqu'où l'interdiction peut-elle être préventive? Je crois qu'elle peut être préventive dans un monde qui renie tout principe d'autorité quand elle est fondée sur des éléments rationnels, pragmatiques. Dans la mesure où on sait que des usages de cannabis, par exemple chez des jeunes, notamment surtout avant 15 ans, vont avoir des effets délétères sur le fonctionnement cognitif, sur le quotient intellectuel, sur le risque de développer un trouble psychotique, il est logique que la communauté, les familles, la société, etc., s'emparent de ces données pour justifier le maintien d'un interdit appliqué de l'usage chez les jeunes. De la même façon, c'est compréhensible par rapport au volant, par rapport au travail, par rapport à des métiers d'exposition, etc. Donc, je crois que c'est autour de cela que ça peut être intéressant. Les expériences américaines, il y a l'excellent travail de l'OFDT. Je suis d'accord, c'est-à-dire on les suit de très près. En gros, quand les enjeux économiques l'ont emporté, c'est-à-dire quand on dérégule complètement, quand on tolère des teneurs de THC très élevées, qu'on on a une politique de prix bas, qu'on ne taxe pas beaucoup, on a un impact économique en termes de contrarier fortement le marché noir, qui s'adapte quand même, qui a des capacités de résilience importantes, mais on va avoir un impact économique important. En revanche, en santé publique, on a de mauvais résultats. C'est-à-dire, il y a une augmentation, ce qu'on dit, des passages aux urgences, des accidents de la circulation, de l'augmentation de l'usage chez les adultes, etc. Alors, ça ne bouge pas chez les jeunes, on dit toujours, mais regardez, c'est pas si dangereux. Le point qu'il faut, c'est que chez les jeunes, c'est toujours interdit aux États-Unis. Et c'est un interdit appliqué, quels que soient les États, même s'ils légalisent, alors qu'en France, paradoxalement, c'est plutôt presque moins appliqué alors que c'est interdit. En revanche, les États qui ont des États de l'Est, notamment des États-Unis ou certains États du Canada, qui ont été plus sensibles à des enjeux de santé publique et qui donc ont été beaucoup plus prudents avec des systèmes de contrôle, de régulation, de taxation élevée, etc., ont un impact plus faible en termes de recettes, si j'ose dire, économiques, puisque là, pour le coup, le marché noir reste efficace. Sur la question précise apportée par le CRAC sur santé mentale, précarité, addiction, ce qu'on a dit au ministre en mars, est-ce que nous sommes invités aux assises? Non. Est-ce qu'on a des infos sur les assises? Non. Alors effectivement, avec des camarades, notamment de l'UNAFAM, des familles, on en parlait tout à l'heure, de personnes addictes, on s'en est étonné parce que c'est évidemment une question clé et nous redoutons en quelque sorte que ces assises soient réservées uniquement à la psychiatrie publique, ce qui est, encore une fois, j'ai longtemps travaillé au psychiatrique, je respecte totalement leurs enjeux, mais la santé mentale, ça déborde largement tout cela, ça doit intégrer des dimensions sociales, médico-sociales, etc., et notamment addicto, et il faut évidemment qu'on soit intégré. Donc, je n'ai aucune information. Le premier qui a une information prévient l'autre. Ce sera tout à fait bien. Alors, sur les questions sur les écrans, oui, inférieurs à 3 ans, c'est pas tellement par rapport au risque addictif, c'est par rapport au risque d'altération cognitive. Et là, pour le coup, il y a vraiment des études assez robustes qui sont bien condensées dans le directeur de recherche de l'INSERM que tout le monde connaît, Demurger. Bon, il a un côté un peu polémique, mais les sources qu'il donne sont extrêmement robustes sur la dangerosité cognitive des écrans chez les moins de 3 ans. Le reste, effectivement, la télé, tout ça, c'est un peu différent. Les jeux vidéo, bon, je n'entre pas dans le détail, si j'ose dire. Les prochaines ouvertures de SCMR, je n'ai pas beaucoup d'informations. Il semble effectivement que Lille, Marseille et Strasbourg soient envisagées. En tout cas, il y a des fonds qui ont été dédiés dans diverses ARS. On espère que les choses vont avancer, notamment évidemment dans ma ville. Sur le parallèle qui était fait entre traitement de substitution et cigarettes électroniques, je m'excuse, tout ça c'est lapidaire, mais bon, c'est la règle du jeu. Les cigarettes électroniques, de mon point de vue, elles sont remarquables en termes d'outils de réduction des risques. Là,
À mon avis, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, chez quelqu'un qui est un fumeur de tabac, le fait de passer à la cigarette électronique est de toute façon un bienfait pour ses poumons. Et ça, en soi, c'est bon. Deuxième temps, il y a plusieurs études maintenant qui montrent que ça peut être effectivement une aide au sevrage chez des gens qui étaient fumeurs de tabac. On le voit en pratique, hein, c'est quand même quelque chose qui va faciliter le sevrage, le rendre moins difficile. Il y a vraiment une dimension d'articulation, réduction des risques et soins. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire, on part avec une demande de l'usager, donc qui est une simple réduction des risques, et on se rend compte que parmi ces usagers, un certain nombre vont vouloir aller plus loin. Et à ce moment-là, il faut leur proposer du complément avec des patchs. On peut associer les deux, enfin des modalités. Et il y a beaucoup d'études contrôlées qui montrent maintenant que c'est un dispositif efficace. En revanche, je suis d'accord avec le bémol, c'est toujours pareil, ça renvoie un peu à ce qu'on disait sur le cannabis auparavant. Pour des jeunes, on le voit aux États-Unis où le tabac fumé a pratiquement disparu chez les jeunes. En revanche, ce qui s'est développé, c'est la vaporisation, c'est les cigarettes, alors de tabac et de cannabis, et où clairement ça peut être un mode d'entrée. Donc autant pour des fumeurs, que ce soit en termes de réduction des risques et de soins, ça me semble de toute façon être un bénéfice, autant il faut être vigilant sur la possibilité d'être un mode d'entrée dans la nicotine ou les usages de cannabis chez les jeunes, et sans doute faut-il des régulations comparables. Alors sur les femmes enceintes, alors le danger avec le tabac a été repéré récemment, c'est un vrai danger. De toute façon, il y a un surrisque de petits périmètres crâniens, il y a un surrisque de naissance prématurée qui elles-mêmes sont un surrisque pour la suite de problèmes développementaux. Et il peut y avoir des problèmes d'intoxication aiguë à l'oxyde de carbone avec parfois des incidents chez les bébés. Donc le tabac, il n'y a aucun nombre d'un doute. Alors, par rapport à l'alcool, je suis comme vous, hein, je suis bordelais. Je pense que sinon mes parents, du moins mes grands-parents, ma grand-mère n'avait peut-être pas arrêté de consommer un peu de vin pendant la grossesse. Nous n'avons pas tous le sentiment d'être totalement altérés. C'est des données statistiques, effectivement, des études qui ont permis de repérer quand même la dangerosité de la consommation d'alcool. Or là, on est entre nous, vous êtes la représentation publique, donc je dois être direct. Il n'y a pas d'études qui montrent que 0, c'est un objectif nécessaire. C'est-à-dire que dès que c'est un verre, pendant les 9 mois de grossesse, un verre de champagne, il est vraisemblable qu'il ne va pas y avoir un effet dramatique. C'est ce qu'on appelle des prolongements de courbe, c'est-à-dire par extrapolation, on peut supposer que l'idéal c'est 0, et surtout ce qui était apparu utile à Santé publique France et à beaucoup d'acteurs, c'est que c'est un message qui était plus facile à comprendre, à faire comprendre et à partager, puisqu'on n'a pas réellement de seuil, donc le principe de précaution effectivement qui amène à 0. La suppression de l'argent liquide, c'est sans doute une bonne piste, en tout cas pour les gros billets, et dans le domaine d'une lutte contre les trafics, pas simplement dans le domaine du trafic de drogue, mais vous comprenez que là, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Il faudrait faire appel à d'autres intervenants. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, alors, trop brièvement. Mais Vous avez évoqué la cigarette électronique, tabac chauffé. Vous avez un recul, vous, sur le tabac chauffé qui nous avait été présenté, sur lequel, d'ailleurs, le ministère de la Santé n'a jamais donné vraiment d'avis spécialement favorable, pas plus que l'INCa d'ailleurs. Non, c'est-à-dire le tabac chauffé, là, globalement, la doctrine actuellement, ce serait de le laisser dans le chapitre tabac en général, puisque il y a effectivement moins de risques, peut-être, sans doute même, au plan pulmonaire. En revanche, les risques d'accrochage sont tout aussi importants. Les risques cardiovasculaires sont également importants. Ce qui fait que de ce point de vue-là, c'est pas le consensus actuel, mais qui peut évoluer en fonction des données, c'est de l'aligner sur la réglementation générale, à ma connaissance. Il y a des différences peut-être avec le snus, les tabacs sniffés que promeuvent certains Suédois. Enfin bon, là, on entre vraiment dans la technique. Et pour le moment, en tout cas, on n'a pas réellement un gros développement de ce type de pratique, en tout cas sur le terrain. L'actualité, c'est vraiment les e-cigarettes. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants à tous les deux. Merci, Monsieur Morel-Darleux, de compléter éventuellement si vous avez des éléments. Et on essaiera peut-être d'entendre l'INSERM, en effet, par rapport aux salles de consommation qui nous présentent leur étude, un rapport de 600 pages, ils vont avoir des choses à nous dire. Donc, merci beaucoup. Merci à Brigitte Micolo d'avoir initié cette rencontre et merci à Gersande de l'avoir, elle aussi, organisée et initiée. Donc, merci beaucoup.